Et ben voilà, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire vers une adhésion collective des PTGE qui va parler de stratégie de gouvernance et de démarche d'animation pour un projet commun. On est à l'heure actuelle plus de 90 participants. Voilà, c'est la moitié des inscrits. Il y en a encore sans aucun doute qui vont nous rejoindre pendant ce webinaire. Donc, je me présente, je m'appelle Lionel Grèche, je suis chef du service sur les changements climatiques à la région et c'est moi qui ai le plaisir pour le groupe de travail de vous accueillir pour ce webinaire organisé sous l'égide de Région de France. Voilà, c'était l'idée de ce webinaire est issue d'un groupe de travail. Il y a un groupe de travail qui regroupe les chargés de mission eau des régions de France où on présente succinctement, on partage les dynamiques de territoire dans ce groupe de travail. On a aussi l'occasion d'échanger sur nos interrogations, sur les projets qui marchent dans nos territoires. Et aussi, c'est un groupe de travail qui participe à la formulation de propositions, de positionnement sur les grands textes en construction dans le cadre des démarches nationales. Et un des sujets dans nos réunions, c'est tourné autour des PTGE et puis aussi du besoin qui est remonté des territoires, de mieux comprendre la démarche PTGE, d'avoir un lieu où on peut échanger sur les pratiques qui marchent, parce que ça devient de plus en plus un outil structurant souhaité par le plan haut défini par le président de la République. Et nous avons dans ce groupe de travail, nous avons sollicité nos partenaires de territoire pour voir un peu est-ce qu'il y avait un besoin, est-ce qu'il y avait un intérêt sur cette thématique, et puis de voir quelles pourraient être les thématiques qui pourraient être abordées, et notamment était remonté tout le travail sur l'animation. Comment est-ce qu'on arrive à animer, concerter dans les territoires, et puis quelles étaient les études, les études structurantes pour ce type de démarche de projet de territoire pour la gestion de l'eau. Je ne vais pas être beaucoup plus long dans mon introduction. Je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce volet. C'est un travail collaboratif avec la région Grand Est, mais aussi la région Bourgogne-Franche-Comté avec Clotilde Maillot et Antoine Berejowski, et puis Jean-François Frogier, de l'EPTB Sondou, qui vous allez voir aussi est participant dans ce webinaire. Et puis aussi, j'en profitais aussi d'ores et déjà pour remercier les intervenants, Céline de Chavannes du syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses affluents, et ainsi que Julien de l'Osta de l'épage bassin du Loing. Voilà, pour ma part, je vous remercie. J'espère que ce webinaire vous conviendra, suscitera des questions, des remarques, et puis je passe la parole à Clotilde. Eh bien, bonjour à tous, je suis Clotilde Maillot, je suis chargée de gestion de la ressource en eau au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur nos territoires, avec le changement climatique, on est tous confrontés à d'importantes tensions sur la ressource en eau. Et donc, beaucoup d'entre vous vont ou souhaitent lancer une démarche de projet de territoire pour la gestion de l'eau. Alors, c'est vrai que c'est des démarches qui peuvent être compliquées à mettre en œuvre. Les acteurs sont nombreux. Ils ont des besoins ou des exigences différentes et nombreuses. Et c'est vrai que ce type de démarche peut être… la réussite de cette démarche est conditionnée donc par une qualité de la méthode que l'on verra lors d'un prochain webinaire, mais aussi par un dialogue et une écoute mutuelle. Donc c'est pourquoi on a décidé de consacrer ce premier webinaire à donc l'adhésion collective des PTGE. L'idée, c'est bien de créer un projet commun pour une adhésion commune. Donc dans un premier temps, on aura une présentation donc de Céline de Chavannes. Si tu peux mettre la diapo. Céline, voilà. Donc une présentation donc de Céline de Chavannes du syndicat du Sornin du CIMISOA. Donc c'est un syndicat qui se trouve à cheval sur la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Haut-Rhin. Donc on aura la présentation donc, de la méthodologie qui a été mise en place sur le territoire avec un dialogue territorial fort qui a permis vraiment au territoire un engagement de vraiment tous les acteurs. Voilà, je ne vous en dis pas plus. On aura un petit temps d'échange aussi pour répondre à toutes vos questions. Et ensuite, une présentation donc, du PTGE réalisée par l'épage du Loing.
donc sur une partie du territoire qui se trouve donc dans le Loiret. Une présentation de Julien Delosta. Donc ce PTGE, il a une particularité parce qu'il a été initié il y a déjà de nombreuses années à la demande du monde agricole. Donc vous verrez un petit peu tout le parcours qui a permis de mettre en place un programme d'action qui est aujourd'hui validé depuis plusieurs années, avec des actions qui sont mises en œuvre depuis à peu près 5 ans maintenant. Avec aussi, donc à la suite de cette présentation, un temps d'échange, toujours. Et donc, ce qui devrait nous emmener jusqu'à 16h, si tout va bien. Vous remarquerez que vos micros, caméras sont coupés, parce que nous sommes actuellement 116 participants. L'enregistrement est en cours. Il sera accessible sur Livestorm ainsi que sur YouTube de Région de France. Donc, on vous enverra le lien. Et puis, pour toutes les questions, alors on vous invite à les poser uniquement sur le petit onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. De ne pas utiliser le chat, au moins pour les questions. Voilà. Donc, ce sera Jean-François Froger, donc, du réseau des gestionnaires des milieux aquatiques, donc RGMA de Bourgogne-Franche-Comté, qui relayera vos questions auprès des intervenants. Merci à lui pour cette délicate tâche. On vous a mis un petit questionnaire aussi, si vous avez 5 minutes pour nous préciser le département dans lequel vous venez. Donc, dans la partie sondage, voilà, vous cliquez sur votre département et puis n'oubliez pas de soumettre ce sondage à la fin pour valider votre réponse. On en parlera à la fin, mais sinon deux webinaires à venir courant du premier semestre 2025. Donc un sur les études stratégiques PTGE et une autre sur le volet économique. Voilà. Et bien, écoutez, je laisse la parole à Céline Deschavannes. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et un bon après-midi. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Bon, normalement, tout le monde voit bien. Allez, c'est parti. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler d'une démarche qu'on a baptisée Au Défi, donc qui porte sur le bassin versant du Sornin et du Jarnossin. Et moi, je suis donc Céline Deschavannes, je suis la directrice du syndicat de rivière local qui a été reconnu EPAGE il y a 1 an et demi. Donc rapidement, vous présenter un peu le territoire sur lequel on a travaillé, enfin on est en cours de démarche et puis le gros de ma présentation va porter sur tout le travail qu'on fait sur le dialogue territorial. Donc le bassin versant du Sornin, donc comme le disait Clotilde, on est à cheval sur 2 régions, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, et donc sur le bassin versant, le grand bassin versant de la Loire, donc intégré dans l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Et on est aussi à cheval sur 3 départements, la Loire, la Saône-et-Loire et le Rhône. Si on zoome un peu plus, donc c'est un bassin versant de taille moyenne, 520 km², on a 250 km de cours d'eau principaux, on touche 53 communes et 4 intercommunalités pour à peu près 30 000 habitants, donc un territoire rural plutôt peu peuplé. Et donc, notre syndicat s'est vu transférer la compétence GEMAPI sur l'intégralité de ce périmètre. Donc, quelques images pour vous expliquer d'où je vous parle. Donc, le bassin versant, ici, c'est une vue depuis le point culminant du territoire, donc à peu près 1000 mètres d'altitude, qui s'appelle le Mont Sarigot. Donc, vous apercevez déjà d'ici qu'on est sur un territoire très vallonné. Sur les têtes de bassin, on est dans un secteur qui est occupé en bonne partie par des plantations de douglas, et sinon le reste, c'est de la prairie. Le gros du territoire, sur toute sa partie médiane et aval, c'est en fait le bocage brionnais, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, des prairies dédiées à l'élevage du charolais, avec un patrimoine du coup naturel qui est associé, et puis un patrimoine historique et bâti aussi particulier. Donc en termes d'enjeux,
Vous aurez déjà compris que la principale activité du territoire, c'est l'agriculture et particulièrement l'élevage, avec, comme l'illustre la photo du milieu, plus de 75% de nos cours d'eau qui se serpentent au milieu de prairies, donc avec des sujets d'accès du bétail aux cours d'eau et du coup d'état de la ripisylve qui est globalement plutôt dégradé sur l'ensemble du territoire. Et ici, c'est une vue de la partie aval au niveau de la confluence du Sornin avec la Loire. Donc, on est sur une plaine avec des grands méandres où le Sornin se divague dans les prairies. Donc, un bassin versant rural, agricole, d'élevage, peu peuplé. La principale ville du territoire, elle a à peu près 4000 habitants. Donc, on est sur vraiment un secteur de campagne. Et donc, sur ce territoire-là, on a effectivement décidé de mener une démarche spécifique sur la question de la ressource en eau face au changement climatique. En fait, il y a moins d'une dizaine d'années, la question de la ressource quantitative n'était pas du tout d'actualité chez nous. Il n'y avait pas de sujet, en fait. Et puis, comme partout, depuis 2018, on a vécu des épisodes qui se sont succédés sur plusieurs années avec des sécheresses et des canicules qui étaient inédites chez nous, des cours d'eau qu'on n'avait jamais vus secs qui se sont asséchés. Notre territoire a dépassé le seuil de crise concernant les restrictions d'eau sur l'ensemble de son périmètre en 2022, chose qui n'était jamais arrivée. Et ça s'est accompagné dès 2018 avec des difficultés d'approvisionnement en eau potable sur certaines communes du territoire qui sont encore alimentées par des petites sources locales en fait qu'elles exploitent en direct. Et du coup, il y a eu plusieurs années de suite nécessité de faire appel à du citernage pendant plusieurs mois pour alimenter ces communes. Bien sûr, ces années de sécheresse, ça va aussi avec des difficultés pour l'abreuvement du bétail, la production de fourrage, les exploitants qui se sont retrouvés dans des conditions de travail difficiles et éprouvantes. Donc tout ça, ça a été un peu très condensé dans le temps et ça a fait réagir les élus du syndicat de rivière, en tout cas, en se disant effectivement, il y a quelque chose qui est déjà en train d'évoluer rapidement sur le territoire. Il faut qu'on essaie d'y réfléchir ensemble, sachant que sur le bassin versant du Sornin, en fait, on a une habitude de travail à l'échelle du bassin versant depuis 2008, puisqu'on a mis en place le syndicat de rivière à cette période-là. Et dès le démarrage, il y a une structure de gouvernance qui s'appelle un comité de rivière, qui était lié à l'époque avec le premier contrat de rivière qui avait été signé et qui regroupe en fait tous les acteurs officiels de l'eau. C'est un peu une petite clé, mais sur un périmètre plus réduit. Donc voilà, cette habitude de travail, elle existe depuis longtemps. Nos élus, forcément, sont sensibilisés à ces questions-là, mais par contre, étaient aussi très conscients que c'était pas forcément le cas de leurs autres collègues élus au niveau des EPCI ou même des communes. Donc, il y avait un sujet là aussi de dialogue et de concertation qui était délicat et qui semblerait clé pour la suite de la démarche. Et puis, le point particulier aussi qui nous a sans doute engagés aussi à avancer dans cette démarche de dialogue, c'était qu'on sortait d'une expérience réussie de dialogue territorial sur un projet d'aménagement plus local, sur une des communes du territoire, sur lequel on avait voulu tester justement le fait de se faire accompagner par un prestataire extérieur pour élaborer un projet comme ça un petit peu complexe, et expérience qui avait été très enrichissante pour le projet, pour le fonctionnement de la structure même, et qui nous a permis de proposer ce type de démarche sur cette question de la gestion de l'eau à plus large échelle. Donc du coup, dès le printemps 2022, en fait, on a commencé à les sensibiliser dans un premier temps, les élus des intercos, en organisant des conférences sur l'eau et les conséquences locales du changement climatique dans tous les conseils communautaires, histoire de faire en sorte que les élus se rendent compte que c'était aussi un sujet chez nous, de les sensibiliser en fait à tout ça, et d'en profiter pour proposer l'approche qu'on envisageait. Donc ça a été une première étape
qui en fait s'est avéré très utile parce qu'on se rendait compte entre le début et la fin de chacune de ces conférences qu'on avait quand même un certain nombre d'élus qui venaient nous voir en nous disant mais j'avais vraiment pas conscience de tout ça, quoi. Donc il y a eu une mobilisation des élus qui a commencé à se faire même avant qu'on lance la démarche. Et donc, ce qu'on leur a proposé, c'est d'essayer de mener une démarche qui alliait deux expertises, forcément une étude technique, mais de coupler ça avec l'animation d'un dialogue territorial en se faisant accompagner par un tiers spécialiste de ces démarches pour animer et mettre en place tout ça, avec trois grandes phases dans cette démarche de dialogue. La première qu'on a appelée rencontrer et écouter, qui en fait a démarré avant le lancement de l'étude technique. L'objectif, là, ça a été d'aller rencontrer les acteurs, de les identifier, de les rencontrer, d'écouter ce qu'ils avaient à dire sur ce sujet de l'eau et du changement climatique, de faire le point sur les études qu'ils avaient déjà réalisées, les connaissances qu'ils pouvaient déjà avoir. Du coup, identifier les personnes ressources, identifier aussi, bien faire le tour de tous les enjeux et toutes les questions qui se posaient, pour nous ensuite pouvoir compléter le cahier des charges de l'étude technique qui allait démarrer ensuite. Et puis cette première phase aussi de mobilisation permettait de créer un comité d'acteurs sur lequel on voulait s'appuyer pour la suite de la procédure. Et donc la deuxième phase qui est en train de se terminer pour l'instant, c'est la phase de partage des connaissances et d'essayer d'amener tout le monde à comprendre ensemble ce qui se passait, comment fonctionne notre territoire et qu'est-ce que les évolutions climatiques vont induire comme modification. Et puis la troisième phase qui aura lieu l'année prochaine sur la partie co-construction de la stratégie et du programme d'action, sachant que l'ambition, c'est qu'à l'issue de ces trois phases, on essaye également de prévoir la suite, c'est-à-dire de prévoir un dispositif un peu d'animation et de concertation qui se poursuivent dans le temps pour pouvoir suivre l'évolution du territoire de manière collective et se donner toujours des capacités d'adaptation ensemble. Donc, du coup, on a engagé la démarche en mars 2023 en recrutant un groupement de 2 prestataires qui sont Philippe Devy et Jonas Frossard pour la partie dialogue territorial. Et on a complété l'équipe à peu près 1 an après par le bureau d'études EODD sur la partie études HMUC, ça veut dire hydrologie, milieu, usage, climat. En termes de gouvernance, donc ça c'est un sujet qui a été réfléchi dès le début de la démarche de dialogue en fait, pour que les choses elles soient claires et transparentes dès le démarrage du processus. Donc le CIMISOA, le syndicat de rivière, c'est l'animateur et le coordinateur de la démarche. Ça c'est un choix qui a été fait par les intercos du territoire parce que notre périmètre d'intervention correspond à ce périmètre naturel hydrographique qui est le bassin versant, parce qu'il y avait aussi une habitude de travail ensemble qui fonctionnait bien. Ensuite, donc, on a mis en place un comité de suivi. C'est en fait un comité composé d'acteurs locaux, je vais y revenir un peu après, qui est chargé à la fois de partager le diagnostic, de le valider, de le compléter, et qui sera chargé de tout le travail de co-construction de la stratégie et d'élaboration du plan d'action. On a un comité de pilotage qui, comme son nom l'indique, est là pour piloter, pour poser des arbitrages quand c'est nécessaire. Et ce comité de pilotage, en fait, il est composé exclusivement d'élus, présidents et vice-présidents du CIMISOA, qui, en fait, sont soit des présidents ou vice-présidents des intercos qui sont membres de notre syndicat. On a mis en place un comité de pilotage élargi dans lequel on intègre nos partenaires habituels et naturels, l'agence de l'eau, les départements et les régions. Pour suivre le volet plus études techniques HMUC, on a un comité technique dans lequel on a intégré les DDT, les OFB, DREAL, Fédération de pêche, les techniciens qui gèrent le petit cycle de l'eau au niveau des intercos, et puis les départements, les régions. Et les communautés de communes qui jouent un rôle aussi important, puisque c'est eux qui vont valider la stratégie, la vision en fait qu'on va retenir par délibération. Donc vous verrez que du coup, régulièrement,
on retourne au niveau des intercos pour transférer de l'info, écouter aussi les réactions des élus, etc. Et donc, l'objectif, c'est de co-construire une stratégie d'adaptation, un plan d'action partenarial, l'idée étant qu'il n'y aura pas que le syndicat de rivière qui portera des actions, c'est vraiment chacun en fonction de ses compétences. Et donc, dans l'objectif d'initier une dynamique pérenne pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie dans le temps. Donc, je vous parlais du comité de suivi qui est la cheville ouvrière en fait de la démarche. C'est le comité des acteurs. En fait, ce comité, il est composé de 50 personnes qui se sont inscrites volontairement dans cette structure et qui représentent l'ensemble des usagers au sens large du bassin versant, puisque vous voyez qu'il y a aussi des citoyens qui font partie de ce groupe. Donc, on a une dizaine d'agriculteurs qui sont pour majorité des exploitants, des simples exploitants, entre guillemets, et pas des représentants voilà, des différents organismes. On a 10 élus de collectivités qui sont maires, qui sont présidents de syndicats d'eau potable ou présidents d'intercommunalités, donc 7 citoyens, des techniciens des collectivités sur les volets petits cycles de l'eau, des industriels. On en a peu sur notre territoire, vous avez pu comprendre rapidement. Mais néanmoins, tous ceux qu'on avait identifiés comme potentiellement à enjeu, pas parce qu'ils sont des très gros consommateurs, mais parce qu'ils utilisent quand même de la ressource en eau, ils ont tous facilement répondu à nos sollicitations dans la première phase d'écoute. Et du coup, il y en a 4 sur les 6 principaux qui se sont inscrits au comité de suivi. Donc, c'était aussi une satisfaction de ce côté-là. Ensuite, on a des représentants des associations, pêcheurs, associations de protection de la nature. On a souhaité aussi intégrer, on a proposé, et ils ont été partants, aux 2 fermiers qui interviennent sur notre territoire, qui sont Veolia et SOR, de participer aussi à ces réflexions-là. On a les services, les 2 principaux services de secours, les 2 SDIS, 2 représentants des services de l'État, un représentant du monde des forestiers, un propriétaire d'étangs, puisque un des points particuliers de notre territoire, c'est qu'on compte énormément de retenues d'eau déjà présentes sur le bassin versant. On en a dénombré plus de 600 sur 520 km² de bassin. Et puis, le dernier, oui, c'est un hydroélectricien. Un petit focus sur le lien avec les acteurs du petit cycle, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément simple. En fait, nous, via le comité de rivière, ce sont des acteurs qui sont déjà associés depuis longtemps dans ce comité, donc qui, au moins une fois par an, participent aux réunions, sont tenus informés des programmes d'action, de tout ce qui est lié à la GEMAPI. Et puis, réciproquement, moi, j'essaie de suivre les principaux projets liés à l'assainissement des communes ou à l'eau potable, en participant aux assemblées générales des syndicats ou aux réunions de travail sur les schémas directeurs. Donc, ça n'a pas été un sujet compliqué chez nous, en tout cas, sur ce lien avec les représentants du petit cycle. Au niveau des modalités concrètes de dialogue qu'on a pu mettre en place, donc je vous ai fait quelques exemples, tout n'est pas forcément repris ici. Sur la première phase de rencontre et d'écoute, il y a eu énormément de rencontres individuelles qui ont été réalisées par le prestataire, en tête-à-tête, en présentiel ou en visio, voire par téléphone quand c'était un peu plus compliqué. Il y a eu des rencontres en petits groupes, notamment sur le volet agricole, par exemple. On a invité un maximum d'agriculteurs par secteur à des points comme ça de rencontres, de réunions avec le prestataire. Pour le volet grand public, on s'est appuyé sur une enquête en ligne qui a bien fonctionné et qui a été relayée en fait par de nombreux réseaux, notamment les réseaux panneaux pocket des mairies. Je ne sais pas si vous connaissez tous. On s'est appuyé aussi sur les MJC du territoire, sur les écoles, les collèges, lycées, bien sûr la presse locale et une chaîne aussi de télévision locale. On a organisé un forum multi-acteurs en fin de première phase où on a invité tous les gens qu'on avait pu contacter pendant la première phase.
Et sur la deuxième phase, donc qui est en train de se terminer, donc ça a été principalement les réunions avec le groupe du comité de suivi, c'est-à-dire le comité d'acteurs. Donc il y a 50 personnes qui sont inscrites. On a eu à peu près au moins 40 personnes à chaque session. Donc c'est des réunions de travail qui sont sur un format de 2h30. On leur donne rendez-vous vers 18h30, histoire de ne pas finir trop tard. Du coup, on prévoit un petit quelque chose à grignoter en cours de séance. Et c'est un truc qui est bien apprécié et qui permet de détendre aussi l'atmosphère. Parce qu'en fait, c'est des réunions qui sont très studieuses pour les gens qui participent. Du coup, on prépare en fait le support de ces réunions de travail. Ce sont des fiches synthétiques et vulgarisées pour présenter les données en fait qui sont préparées avec le bureau d'études techniques et avec le prestataire en dialogue territorial pour essayer de fournir des éléments qui soient compréhensibles par des gens qui ne sont pas spécialistes. Et c'est un travail difficile. Et du coup, on fait travailler les gens par petits groupes de 6 à 8 personnes. Ils prennent connaissance des infos qu'on leur a mises sur la table, ils en discutent entre eux et ils notent ce qui leur paraît important, ce qui leur pose question, les enjeux que ça semble dégager. Et ensuite, il y a un porte-parole par table qui fait une restitution de tout ça devant l'ensemble du groupe. Donc c'est vraiment très intéressant parce que du coup ça oblige les participants à vraiment se plonger dans le contenu de ce qu'on leur amène comme info pour pouvoir après être capable de les restituer ou de poser des questions ou de faire des remarques sur des éléments qu'ils auraient constatés qui ne sont pas forcément raccord avec ce que le bureau d'études avance. Donc c'est très instructif pour tout le monde. Et puis, donc, toutes ces réunions font l'objet de restitutions qui sont diffusées, bien sûr, à tous les participants et qui sont aussi mises en ligne sur notre site Internet. En termes de dialogue, on revient aussi régulièrement devant les élus des intercos pour restituer les principaux éléments. Là, je suis en train de faire la série de restitutions sur la phase de diagnostic et d'enjeux. On a eu la semaine dernière une réunion publique, puisque depuis le début, on était aussi très clair là-dessus sur le fait qu'il fallait communiquer et être transparent sur la progression de la démarche, plus tard sur les choix qui seront faits, etc. Donc voilà, c'était la première réunion publique de ce type-là, et on a eu plus de 70 participants, donc on était très satisfaits de la participation et de l'ambiance dans laquelle cette réunion s'est déroulée. Et puis, sur la phase 3, la partie stratégie, on est en train de réfléchir et de travailler sur quelles modalités vraiment on va mettre en place pour dérouler cette étape-là. En termes d'avancement, donc je vous disais, on a commencé début 2023 avec le recrutement des prestataires pour le dialogue territorial. À peu près 150 acteurs ont été rencontrés sur l'année. En milieu d'année, on a fait un copil pour définir un nom, effectivement, à la démarche, créer un petit logo parce que ça nous paraissait nécessaire d'avoir quelque chose de succinct et d'identifiable facilement pour pouvoir mieux communiquer. Donc, l'enquête grand public qui a eu lieu au mois de septembre a collecté 740 réponses. Donc là aussi, on a été très contents parce qu'on s'attendait au mieux à avoir à peu près 300 participants. Et en fait, on a eu beaucoup plus de réponses que ça, qui représentaient à peu près équivalent hommes-femmes, à peu près toutes les classes d'âge, sauf les plus jeunes. Les moins de 30 ans étaient peu représentés dans les répondants. Par contre, les gens sont allés au bout du questionnaire et la plupart ont même fait un petit quiz qu'on proposait à la fin. Nous, l'idée, c'était de tester un peu le niveau de connaissance et de compréhension des gens sur ces questions-là, et ça nous a été très utile pour préparer la suite. Le forum de fin de phase 1 a réuni 56 participants. Du coup, on a nos 50 inscrits au comité de suivi. En janvier 2024, c'est l'étude technique qui a démarré. Vous voyez que systématiquement, à chaque grande phase, on produit une note d'avancement qu'on diffuse auprès des services de l'État, DTT et DREAL.
parce que vous avez bien compris qu'en fait, ils sont peu présents dans les différentes instances qui animent et qui suivent cette démarche-là. C'était une volonté locale, hein. L'idée, c'était de vraiment que le territoire se saisisse de ce sujet, avance, bien sûr dans le respect des différentes normes, réglementations, etc. Et ensuite puisse proposer quelque chose de structuré et de réfléchi au service de l'État. Voilà, au niveau du planning, donc cette année, en 2024, on a travaillé lors de 3 réunions sur la partie appropriation des enjeux et diagnostic partagé. Sur le début de l'année 2025, on va travailler sur la définition de la stratégie avec le comité de suivi. Si besoin, il y aura des arbitrages en copile parce que bon, on voit déjà des sujets sur lesquels il y a des consensus qui se dessinent. Par contre, sur certains autres sujets, il y aura certainement plusieurs visions qui seront proposées, débattues. Et donc, les arbitrages se feront au niveau du comité de pilotage et seront ensuite, bien sûr, réexpliqués à tous. Donc, le choix, c'était de faire valider cette stratégie par délibération des intercommunalités. À ce moment-là, revenir devant le grand public pour présenter la stratégie. Et puis, la deuxième partie de l'année 2025 sera consacré à l'élaboration du plan d'action, avec à nouveau un retour devant les élus communautaires et devant le grand public. Pour finir, avec un peu de recul, sachant qu'on n'a pas du tout encore fini le processus, hein, tout ça n'a pas encore abouti. Néanmoins, il y a quand même déjà un certain nombre d'enseignements qu'on peut formuler. Au niveau des points forts, c'est le fait que l'enquête publique ait vraiment très bien fonctionné. Ça a conforté les élus dans le fait que c'était un sujet important localement, et aussi que cette démarche de dialogue, elle était importante, et du coup qu'il y avait du répondant en face. Le collectif de 50 personnes qui s'est composé de manière volontaire, ça c'est également une force de la démarche, parce que du coup, il y a une bonne représentativité dans ce collectif-là, il y a une vraie implication, hein, les gens ils participent de manière assidue, et pendant les réunions, il y a une ambiance à la fois de travail, mais d'écoute mutuelle, de curiosité, c'est vraiment constructif, c'est intéressant. Systématiquement, on a pris le parti, et on va continuer comme ça, de faire des groupes de travail toujours multi-acteurs pour éviter le travail en silo, pour justement que les visions, les avis, les idées se croisent systématiquement. La présence des citoyens dans le groupe, elle nous paraît c'est un vrai plus, parce que du coup, ils portent une posture, une parole moins institutionnelle. Ils osent poser certaines questions simplement. Et en fait, ça met sur la table tous les sujets de manière très simple, et ça permet à chacun de s'exprimer. Donc, c'est plutôt sain comme apport. L'effort de pédagogie que nous demande la démarche, il est crucial. Vous verrez que je l'ai mis aussi dans les points faibles parce que c'est très lourd, mais par contre, c'est vraiment bénéfique pour tous. Mieux comprendre, mieux se comprendre, même pour nous, mieux comprendre là où les gens, comment les gens y perçoivent les choses ou ne perçoivent pas justement les différents éléments. C'est vraiment très pertinent dans ce type de processus. Le fait aussi d'associer un diagnostic d'experts avec le diagnostic empirique des usagers du territoire, c'est à la fois un gage de diagnostic qui est mieux approprié par les gens d'ici, et c'est aussi finalement quelque chose de plus fin dans l'approche, parce que il y a eu certains sujets, par exemple, où on pouvait manquer de données, où le bureau d'études était un peu court, ou avait des références un peu éloignées du territoire, où il a pu du coup s'appuyer sur des éléments, des constats, des observations locales qui ont permis d'affiner vraiment le trait sur un certain nombre de sujets et de données. Et puis, pour l'instant, en fait, les différents rendez-vous qu'on a déjà eus avec les acteurs ont mis en place des habitudes de travail ensemble,
Et du coup, on est vraiment sur un processus qui est favorable à l'implication de tous et aux échanges. Donc, on va essayer de conserver ce point-là. Au niveau des points faibles, entre guillemets, c'est que ça demande beaucoup de temps et d'énergie à consacrer. Ça, c'est évident, même avec le fait d'être accompagné par des prestataires. Et ça, je n'avais pas forcément anticipé à ce point-là. Mais évidemment, la question du relationnel, en fait, est très importante et il faut vraiment instaurer, préserver et nourrir des liens de confiance avec tous les acteurs pendant toute la démarche pour que ça puisse fonctionner, je pense. La complexité des sujets techniques qu'on aborde, forcément, c'est des choses qui sont très, très croisées, que ce soit juste sur la thématique de l'eau, mais du coup, sur tous les usages qui vont avec. Ça demande un travail très conséquent en termes de pédagogie, de vulgarisation, qui est chronophage, et en plus qui a ses limites, parce qu'on ne peut pas simplifier à l'extrême des choses qui sont très complexes. Donc c'est là où des fois on est un peu limite et on a certains acteurs du groupe de travail par exemple qui me disent waouh, là aujourd'hui c'est plus compliqué, ou ils ont besoin qu'on soit avec eux pour les aider ou répondre à leurs questions. Ça va avec le fait que les séances de travail, certains acteurs les trouvent particulièrement denses, voire trop courtes. Après, faire des séances de plus de 2h30, ça nous paraît trop, quoi qu'il en soit. Donc, on essaie de jongler avec ça. Je l'ai déjà dit rapidement tout à l'heure, une des difficultés qu'on a, c'est le fait d'aller mobiliser les 20-30 ans. Effectivement, on n'en a pas dans le comité d'acteurs qui sont inscrits. Très peu ont répondu au questionnaire en ligne. Donc, la seule parade qu'on a trouvée pour l'instant, c'est nous d'aller dans le lycée du secteur, faire des interventions de temps en temps pour expliquer la démarche, pour échanger avec les lycéens. Mais bon, c'est pas... à chaque fois, c'est intéressant, mais par contre, c'est pas vraiment satisfaisant en termes de représentativité. Et puis forcément, tout ça, ça a aussi un coût. On s'approche des 300 000 euros, nous, sur les 2 marchés qui ont été signés pour mettre en place cette démarche sur le territoire. Voilà. Merci beaucoup Céline pour cette présentation. Et du coup, Jean-François, tu as été attentif aux questions et je te laisse être le relais des questions qui ont pu être présentées dans l'onglet. Je vous précise, effectivement, on a bien l'onglet questions. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore rempli, il y a l'onglet sondage. Voilà, c'était le petit moment intermède. Essayez, alors certains ont pu avoir un petit souci, mais sinon, on peut remplir le sondage. Jean-François, je te laisse la parole. Merci Lionel. Alors Céline, un ensemble de questions que tu as abordées plus ou moins partiellement, mais bon, on va peut-être faire des petits retours. Une première question sur des aspects de méthodologie. Un ensemble de documents, je dirais ressources, sont à notre disposition. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur le guide PTGE et le guide HMUC? On parle des derniers guides qui ont été sortis à la fois en 2022 et en 2023. Oui, bien sûr qu'on a consulté, qu'on s'est appuyé là-dessus, notamment pour l'étude technique. On s'est fortement inspiré de la trame des études HMUC. Après, nous, on a complété en fait ce cahier des charges parce que suite à la première phase d'échange avec les acteurs, il y a certains sujets qui n'étaient pas spécialement abordés dans cette étude, sur lesquels il y avait besoin d'apporter des précisions aux acteurs pour qu'ils puissent avancer dans leur réflexion. Donc voilà, on a plutôt été sur un cahier des charges plus complété, on va dire, que le cahier des charges type des études de HMUC. Ce cahier des charges, de toute façon, a été relu et validé par les gens de l'OFB, nos référents sur ces sujets-là dans le secteur. Et sur la partie dialogue territorial, je m'étais inspirée d'un certain nombre de choses sur les PTGE, mais pas que. En ce qui me concerne, j'avais fait des formations un peu plus généralistes sur le dialogue territorial dans tout ce qui est GEMA. Et puis notre expérience aussi qu'on venait de terminer sur un projet plus local, un projet d'aménagement plus local, m'avait permis
d'avoir une vision un peu plus précise de nos attentes sur cette consultation-là, quoi, pour recruter les gens qui nous accompagnent. Merci. Tu as abordé à la faveur de ta présentation la vulgarisation et toutes les limites, en tout cas ton analyse, les limites de cette vulgarisation. Pour autant, est-ce que tu pourrais nous apporter un petit peu plus de détails sur les différentes modalités de fond, de forme de cette vulgarisation de l'étude HMUC? Oui, mais de toute façon, les données qu'on apporte aux acteurs qui font partie du comité de suivi, c'est des productions de l'étude HMUC sur lesquelles on retravaille pour qu'elles soient accessibles et digestes. Je peux peut-être vous montrer un exemple de fiche, voilà. Un exemple de fiche qu'on propose aux acteurs qui participent aux réunions. Donc ça, c'était sur une des soirées sur lesquelles on a travaillé sur le climat. Donc voilà, ce sont des données factuelles qui sont présentées, qu'on essaye de rendre lisibles. Donc on fait des efforts sur les échelles, sur les différentes couleurs, sur la présentation. Il doit y en avoir une après, voilà, où il y a des choses quand elles sont pas forcément très faciles à lire. Par exemple, le tableau là avec tous les chiffres, on met en quelques mots à côté pour traduire en fait les éléments importants qui sont montrés par ces données. Et en fait, pendant les réunions de travail, les groupes, ils ont entre 8 et 10 fiches de ce type-là par table. C'est des fiches qui sont différentes en fonction des différentes tables. Et comme ça, chaque groupe essaye de tirer un peu les points qui leur paraissent importants sur les thématiques qu'ils abordent pour pouvoir les présenter ensuite aux autres. Et en complément, bien sûr, il y a le bureau d'études qui est là pour pouvoir compléter si besoin, corriger, parce que des fois, il peut y avoir des choses qui sont mal comprises ou mal interprétées, ou répondre aux questions qui arrivent, quoi. Donc ça, c'est un exemple voilà, de support. Et je peux peut-être vous montrer aussi, par exemple, le support de la présentation. Ça, c'était la réunion publique de la semaine dernière. Je vous montre juste très rapidement. Voilà. C'est ce type-là d'informations donc qui essayent d'être simples et claires sur les évolutions qu'on attend sur le territoire, quoi. Sur les principaux éléments qui sont ressortis de l'étude. Merci. On voit tout l'intérêt de la facilitation graphique et oui, notamment certains apports de formation qui nous sont proposés désormais. Une question, alors tu as répondu dans ta présentation, il t'est demandé de préciser le temps par phase. Alors, je crois que tu as apporté des éléments de temporalité, de planification. Peut-être qu'on peut changer un petit peu la question et selon toi, c'est trop court, c'est pas assez, est-ce que tu as pu bien tenir les délais par phase, voilà, est-ce que ton exécution et l'avancement est correct selon toi? Pour l'instant, on tient le planning qu'on s'était fixé. La première année de rencontre et de mobilisation des acteurs, de mon point de vue, il a bien fallu tout ce temps-là. Parce qu'il faut déjà tous les identifier et il y a beaucoup de choses qui se font par rebond en fait, c'est-à-dire qu'on contacte un acteur qui lui va nous signifier ou nous faire penser à quelqu'un auquel on n'avait pas forcément pensé. Après le temps d'organiser toutes les rencontres, voilà, ça peut peut-être se faire en 6-8 mois si on intensifie un peu la pression, la prise de rendez-vous, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment se laisser ce temps-là et nous, on en a tiré vraiment plein de choses très intéressantes pour la suite, à commencer par la mobilisation en fait des gens du territoire avant que l'étude ne démarre, quoi. Et puis ensuite, pour le reste, là, la phase de diagnostic était prévue sur l'année 2024. Elle a à peu près tenu les délais. L'étude HMUC, elle a pris un peu de retard sur
des mesures de terrain du fait du trop d'eau de cette année, sur des choses qui n'ont pas pu se faire dans les temps, mais qui vont se compléter là d'ici cet hiver. Et normalement, on va tenir le timing de fin d'année prochaine, quoi, sur la partie stratégie. Donc, je ne changerai pas forcément de répartition en fait du temps sur les différentes phases, parce que il faut pas non plus que ça traîne trop pour ce qui est de la mobilisation des acteurs. Enfin, en général, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de temps entre chaque séance, puisqu'il faut aussi qu'eux ils gardent en tête un certain nombre de choses pour pouvoir avancer, progresser sur les sujets suivants. Donc c'est un exercice un peu de jonglage et de dosage à assurer. Le bon tempo. Ouais, propre à chaque territoire et éventuellement à chaque structure. Une question sur, là on passe plutôt dans une partie qui est une phase qui est à venir. Est-il prévu de définir un volume prélevable par usage dans le plan d'action ? Alors, ça fait partie des choses qu'on a intégrées dans l'étude HMUC, d'aller jusque-là, parce que de toute façon, c'est la méthodologie qui se déroule comme ça. Après, nous, la particularité du territoire, c'est qu'en fait, le seul volume prélevé, mesuré, c'est des prélèvements pour l'eau potable. Et tout le reste, c'est des prélèvements diffus. C'est de l'abreuvement du bétail ou c'est de l'évaporation de plans d'eau. Les trois principaux, c'est ça, avec l'AEP. Donc, voilà. Après, quel est la démarche va aussi nous montrer si cette notion de volume prélevable, c'est un levier ou pas utile et nécessaire, utile sur un territoire comme le nôtre, quoi. Donc, on va voir. À suivre, comme diraient certains, à suivre. Ouais. Je pense qu'on a balayé les questions qui étaient oui, sur l'onglet. Je vais me permettre, Céline, de te poser une question. Tu as évoqué la composition, tu nous as bien détaillé la composition du comité de suivi, du comité d'acteurs. Tu as évoqué peut-être un petit point faible par rapport à une représentation de personnes un petit peu moins âgées, les jeunes. Pour autant, est-ce que vous, puisque tu as parlé, vous avez proposé, est-ce que vous avez été devant des situations de refus, puisque vous étiez dans la proposition, vous étiez aussi dans une cooptation, est-ce qu'il y a eu des situations de refus d'acteurs ? Non. Alors, on a proposé, j'ai utilisé ce terme tout à l'heure, uniquement pour Veolia et l'Assor, en fait. Tous les autres acteurs, on a proposé à tous, on leur a expliqué la démarche, comment on allait travailler, qu'il y aurait un comité d'acteurs qui allait se mettre en place et que ce comité d'acteurs était a priori ouvert à tous et qu'il fallait du coup être candidat. On avait annoncé que, par contre, on essaierait d'être garant d'une composition qui soit représentative des acteurs du territoire et du poids de chacun. Mais le fait est que les gens qui se sont inscrits, en fait, au final, on a refusé personne et vous avez vu, la représentativité, elle est plutôt bonne et équilibrée entre les différentes catégories d'acteurs. Donc, voilà. On n'a pas eu ce sujet-là de refuser des gens. Ce qui d'ailleurs, en soi, aurait été contre méthodologique, quoi, quelque part. Hein, si après, on s'était fixé, on s'était dit entre 40 et 60 personnes, le comité, pas plus, pour pouvoir quand même travailler de manière efficace. Donc là, ça s'est bien mis en place. Ce qu'on s'est dit aussi, et on l'a rappelé à la réunion publique la semaine dernière, c'est que s'il y a des gens qui souhaitent raccrocher les wagons pour la partie stratégie, c'est encore temps. On peut rajouter on pourrait rajouter éventuellement quelques personnes qui se sentent mobilisées sur le sujet-là. Peut-être qu'il y avait encore d'autres questions. Vas-y. Oui, Lionel, excuse-moi, j'ai un déroulé qui s'est mal... Pas de souci. Du coup, j'en pose une. Notamment, c'était sur le coût. Céline, tu indiquais un coût de 290 000 € hors taxe sur ce volet. Il y avait deux questions. Est-ce que dans ce coût, il y avait les postes d'animateurs, les deux postes d'animateurs, et quelle était la répartition à peu près entre l'étude technique et l'accompagnement et la concertation ?
Alors, les postes d'animateurs, c'est-à-dire les personnes chargées du dialogue territorial. Donc oui, les 290 000, c'est la globalité des 3 prestataires. Et on est à peu près à 80 000 € sur la partie dialogue, donc un accompagnement pendant 3 ans. Et le reste, c'est pour l'étude HMUC. Pour reprendre un petit peu le fil, effectivement, merci Lionel. Il y a une petite question sur le manque d'implication des jeunes. Céline, est-ce que vous avez pu le caractériser? Tu en as parlé un petit peu, mais pour toi, il y aurait des causes précises? Je n'ai pas de réponse à pourquoi. J'ai des éléments sur les outils de communication qu'on utilise. Nous, au sens large, les gens qui gèrent les collectivités, la GEMAPI, etc. Et les réseaux de communication qui tournent chez les jeunes, notamment au niveau des lycéens, etc. On n'est pas sur les mêmes réseaux, notamment les réseaux sociaux. Nous, on est un tout petit peu présents, mais voilà, on ne fait pas partie en fait de ces boucles-là. Après, je ne sais pas, parce que c'est d'autant plus frustrant que quand moi je vais voir des classes de première ou terminale pour aborder ces sujets, c'est des séances qui sont toujours vraiment passionnantes, avec des jeunes qui sont intéressés. Il y en a qui sont vraiment angoissés par ce qui se passe. Et quelque part, ça leur fait du bien de voir qu'on peut mettre en place des choses, même chez eux, sur ces démarches-là, qu'on arrive à construire des choses, qu'on arrive à s'adapter. Enfin, voilà. Et puis, en plus, ils ont une vision des questions qui sont pertinentes, quoi. Donc, c'est dommage. Je n'ai pas trouvé la clé encore. Il y a aussi, alors après les 20-30 ans, logiquement, c'est des gens qui pourraient être autonomes, qui pourraient se déplacer, etc. Mais le sujet des lycéens, il y en a un certain nombre qui m'ont fait remonter aussi le fait que ils ont du mal à se déplacer par eux-mêmes, venir à des réunions, que ce soit en journée ou le soir, c'est compliqué, quoi. C'est un format qui colle pas trop avec leur mode de vie. Merci. Concernant l'enquête, quels ont été les canaux de diffusion que vous avez utilisés? Donc, on a diffusé très largement. On avait beaucoup mobilisé toutes les mairies du territoire, en fait, pour qu'elles diffusent ça, alors soit directement par mail au niveau de leurs citoyens quand elles ont ce type d'outils, soit sur Panneau Pocket. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite application qui permet de diffuser de l'info communale. Il y a d'autres applications de ce type qui s'appellent autrement, qui existent en France. On a aussi, pour la première fois, et du coup on refera, utiliser le réseau des MJC, qui en fait ont des gros carnets d'adresses. Chez nous, c'est des structures qui fonctionnent très bien, donc qui permettent d'arroser largement la population. Bien sûr, la presse écrite, radio locale, télé locale. On a fait de l'affichage aussi. On a proposé aux communes d'afficher ça dans les salles des sports, les écoles. Voilà. Donc, toutes n'ont pas joué de jeu, mais je pense que ça a été vraiment largement diffusé et relayé. Multiples canaux, donc. Oui. Une question méthodologique. Avez-vous déployé ou prévu de déployer une analyse socio-économique? Elle n'est pas prévue en tant que telle. Après, par exemple, sur les résultats de l'enquête publique, notre prestataire nous a commencé à nous dérouler une petite analyse justement des réponses qui avaient été enregistrées. Donc, il y a une version allégée qui est en ligne sur notre site. Il y a une version plus poussée qui a été produite pour le comité de pilotage que je pourrais vous communiquer si vous souhaitez le mettre avec les éléments de rendu du webinaire, qui sont assez intéressantes sur les postures, les visions, les questions des différentes strates de la population. Je rebondis tout de suite, Céline. Donc, une avant-dernière question, a priori, mais tu parles de diffusion. Sera-t-il possible de diffuser le contenu de l'enquête grand public également? Oui. Oui, ok. Ouais. Très bien, merci. Et une dernière question, a priori, par rapport au temps. Ouais. On est pas mal, Lionel, Clotilde, vous me dites. Ok.
Quel est l'usage des 600 points d'eau du territoire? Eh ben, pour l'instant, pas grand-chose officiellement. C'est aussi pour ça que c'est un vrai enjeu chez nous sur lequel on va beaucoup travailler, je pense, sur la phase de stratégie. En fait, il y a beaucoup de retenues qui n'ont pas d'usage, beaucoup d'agréments, de patrimoine en fait. Il peut y avoir de l'usage ponctuel en cas exceptionnel de sécheresse, par exemple pour de l'abreuvement, où les propriétaires d'un plan d'eau laissent accès aux agriculteurs du secteur pour qu'ils puissent remplir leur tonne à eau. Mais voilà, il y a très peu de pisciculture, par exemple, enfin d'usage de pêche, même pas de pisciculture, d'usage de pêche. Il y en a certains qui ont un enjeu défense incendie dans certains secteurs, donc voilà, qui seront aussi des choses à analyser finement. Mais voilà, pour l'instant, on a un gros patrimoine qui a aussi des impacts négatifs sur la ressource chez nous, de l'évaporation, de l'impact sur les cours d'eau, etc. Mais qui sera sans doute voilà, à valoriser et à réanalyser, en tout cas finement, pour essayer d'évoluer dans le bon sens. Très bien. Et tu me confirmes qu'il n'y a pas de sage? Non, il n'y a pas de sage. Sur le territoire. Voilà, je crois que c'était peut-être la dernière qui m'échappait. Clotilde, Lionel, je vous repasse la parole. C'est celle-ci, en effet. Hop. Ben, écoutez, si on a fait le tour des questions, hein, merci Céline, hein, c'était très complet. On voit vraiment que votre engagement a permis de mobiliser bon nombre d'acteurs. Hein. C'est vrai, quand on voit vos résultats sur les enquêtes publiques, 740 réponses, ça fait rêver. Et puis 70 personnes au bout de quasiment 2 ans de démarche dans des réunions publiques. C'est admirable de tenir le cap avec une aussi belle mobilisation. Merci beaucoup Céline. On va passer la main à Julien. Julien Delosta pour les pages du Loing. Donc un PTGE sur une partie du territoire. Julien, c'est parti. Merci. Bien, merci Clotilde. Bonjour à tous. Du coup, je suis Julien Delosta de l'épage du bassin du Loing. Je suis chargé de mission Quanti, plutôt largement voilà sur une étude volume prélevable nappe de la Craie et également depuis 3 ans sur l'animation du PTGE du Puiseaux-Vernisson. J'ai essayé de respecter mes slides. Après, c'est vrai que je peux facilement sortir un petit peu des éléments de présentation. On va essayer de vous mettre à disposition, dans tous les cas, le support. Et puis, je pourrai rester également disponible pour plus d'éléments en aval de la présentation. Le Puiseaux-Vernisson, rapidement pour le présenter en quelques mots, un petit territoire compris sur la ZRE nappe de Beauce. Donc la nappe de Beauce qu'on connaît plus ou moins de par son emprise, son périmètre, 9500 km², 6 départements, on peut la voir à l'écran, la nappe en vert, qui se situe au sud de Paris et qui va s'étaler sur 6 départements, 4 régions il me semble, et le PTGE du Puiseaux-Vernisson qui est sur le territoire de l'épage du bassin du Loing, donc en rose, qui est un territoire, voilà, on est labellisé épage depuis 2019 sur à échelle hydrographique cohérente du bassin du Loing, 4000 km², et le petit territoire du Puiseaux-Vernisson qui fait 240 km², et qui s'écoule voilà sud-nord et qui rejoint l'agglomération de Montargis, donc à l'exutoire nord du bassin versant, et qui au final est un territoire qui depuis toujours a posé des questions sur la gestion quantitative de par justement sa présence sur la nappe de Beauce. La nappe de Beauce, rapidement, qui est un territoire où un SAGE est en application depuis 2013, si je me trompe pas, avec des volumes identifiés, notamment pour l'irrigation, qui sont voilà des gros chiffres. On est sur 420 millions de mètres cubes annuels, un maximum, et qui aura 4 zones de gestion sectorisées sur le territoire de la nappe de Beauce, avec différents volumes prélevables maximum, qui seront attribués en fonction d'un coefficient d'attribution volume prélevable défini au 1er avril suite à la recharge de la nappe de Beauce. Donc concrètement, on a des indicateurs piézométriques. Si on est au-dessus ou égal, on a un coefficient de 1, c'est-à-dire les 420 millions sont distribués. Si on a un coefficient en dessous de 1, voilà, on fait un petit produit en croix et des volumes sont dégressifs.
Ces mesures de gestion mises en place depuis 2013 et la signature du règlement du SAGE a permis, dans un premier temps, d'établir directement des diagnostics complets sur les territoires. Ces études volume prélevables initiales qui étaient portées en 2010 étaient assez loin des modèles actuels, notamment HMUC, mais également volume prélevable, comme on peut le connaître sur Seine-Normandie. Mais au final, qui ont permis ces études-là préalables, c'était déjà de la préfiguration, disons-le, a permis de définir ces volumes prélevables. Et aujourd'hui, le Puiseaux-Vernisson, qui est un tout petit bassin versant, connaît quand même des tensions quantitatives très importantes, avec des journées de plus en plus, des jours de plus en plus en dessous le débit de crise, de crise. Pour les années avant 99, il y a eu quelques éléments, un petit peu de recherche bibliographique qui ont permis de définir à 6 à 15 jours le nombre de jours en dessous le débit de crise sur ces deux cours d'eau-là. Et ensuite, dès qu'on a eu une station hydrométrique sur le Puiseaux, donc un des petits affluents de ce réseau hydrographique-là, on a quasiment 50 jours en dessous du débit de crise par an. C'est-à-dire que en réalité, sur la nappe de Beauce, sur ce territoire-là de la nappe de Beauce n'est pas du tout connectée aux eaux superficielles, de par une couverture tertiaire d'argile qui isole l'aquifère des eaux superficielles. En partant de ce postulat-là, quand on voit les cours d'eau décrochés dans les années 2010, il y a le projet Explore 1 qui dresse déjà un constat plutôt alarmant, c'est qu'on a déjà une situation de tension quantitative très importante sur ces deux bassins-là, le Puiseaux et le Vernisson, mais que au fur et à mesure des années qui avancent, on aura peut-être une tension qui se manifestera de façon encore plus soutenue, plus présente. Déjà, le monde agricole avait pris en main la problématique, donc il y avait des réflexions dès 2010 qui consistaient en tout cas à plus ou moins étudier la faisabilité technique de modifier les pratiques agricoles, disons-le d'abord sur plutôt les pratiques d'irrigation où historiquement la nappe de Beauce, on est sur des prélèvements en nappe peu profonde, des prélèvements entre 30 et la surface, 30 mètres et la surface. Et c'est peut-être se dire, nous sommes sur des bassins partiellement drainés, étudions la faisabilité technique de capter les eaux de drainage pour capter ces eaux au sein de retenues collinaires de petits volumes. Je tiens à le souligner, on en reparlera juste après. Et dans cet objectif, un syndicat de rivière qui était sur le territoire du Puiseaux-Vernisson a porté une étude qui était qualifiée d'étude de la potentialité de capter les émissaires, les axes de drainage et les émissaires de drainage vers des retenues de substitution. Tout cela a conduit à des avant-projets localement sur le territoire où, en mettant en phase parcelles drainées et localité des parcelles irriguées, la faisabilité technique de créer ces réserves de substitution. À savoir que ces études-là étaient vraiment portées par le syndicat de rivière du Puiseaux-Vernisson, je tiens à le souligner. Et ensuite, comme pour la plupart, je pense, des gens qui assistent aujourd'hui, il y a eu les différentes instructions gouvernementales 2015, 2017, puis enfin 2019. Et le SAGE nappe de Beauce, qui était en application depuis 2013, s'est emparé de cette thématique, étant donné notamment d'un monde agricole, du milieu agricole et la profession, je vais souvent souligner cela dans ma présentation, était motivé à faire changer déjà les pratiques d'irrigation. Et on pourra le voir que ça a également conduit à une modification de l'assolement. C'est seulement en 2018, donc projet de territoire un petit peu sur la table dès 2015, la clé a rassemblé un comité de pilotage qui était nommé ainsi autour des différents enjeux établis sur le Puiseaux-Vernisson. Les enjeux, ça bien évidemment, ça va être l'irrigation, et on aura également quelques autres enjeux, l'alimentation en eau potable, étant donné qu'on a l'agglo de Montargis, mais on n'est pas sur une grande agglomération, mais malgré tout, qui rentrait un petit peu dans le mix prélèvement du territoire, et également un petit enjeu industrie, mais qui est très localisé. Suite à ce rassemblement de 2018, donc avant l'instruction de mai 2019, ça a permis en tout cas de réouvrir ce fameux dossier de 2010. On a une réunion de COPIL qui se traduit par une volonté plutôt généralisée des différents potentiels porteurs d'action du territoire, mais également des institutionnels,
Donc, et je le soulignerai à la fin de la présentation, hein, une grosse prise en main de cette problématique par les services de la DDT du Loiret. Ça a conduit très rapidement au lancement d'une étude diagnostique thématique autour des enjeux du Puiseaux-Vernisson. Donc voilà, vous avez la petite frise chronologique, hein, j'ai pas mis tous les points, mais c'est allé très vite en réalité. Donc en 2019, en septembre 2019, réunion de lancement du diagnostic. En janvier 2020, on a approuvé le diagnostic avec le préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, qui était le préfet du Loiret. Et c'est-à-dire que en réalité, en l'espace de 3 mois, suite justement à tous les éléments du SAGE avaient été récupérés, les éléments d'études de potentialité de capter les émissaires de drainage également, tout a été recollé. Et tout ça est allé très vite et ça a conduit à la création, l'écriture d'un plan de gestion, du coup d'un plan d'action du PTGE approuvé par le PCB hein, en 2020, en juillet 2020. Le diagnostic a été approuvé en janvier 2020, le programme d'action en juillet 2020. Alors oui, vous allez certainement vous dire qu'aujourd'hui c'est certainement plus compliqué avec justement les éléments demandés dans les études HMUC ou volume prélevable. Effectivement, là, on se disait quand même que on a eu la chance, en tout cas d'un point de vue comité de pilotage, on a eu la chance d'avoir justement cette gouvernance initiale portée par le SAGE NAP de Beauce qui a permis de faciliter forcément les échanges entre les différents partenaires de ce projet. Voilà, vous avez à l'écran les différentes couleurs, les différents enjeux du PTGE du Puiseaux-Vernisson. Alors bien évidemment, comme on l'a pu le voir en introduction, c'est d'abord la sévérité des étiages hein, qui posait vraiment question, avec ces fameux 50 jours à l'année en dessous du débit de crise. On a également pour l'eau potable, bien évidemment, le point 3 qui concernait la préservation de la qualité de l'eau souterraine, pour approvisionner en eau l'agglomération de Montargis. En 2, vous avez, je respecte pas l'ordre, hein, mais la préservation des stocks d'eau souterraine, parce que encore une fois, ça va un peu de pair avec l'aspect qualitatif, mais plus on a d'eau en quantité, plus on peut la distribuer. Et également, hein, dans les objectifs du SAGE NAP de Beauce, c'est quand même des objectifs qui sont bien notés. Et enfin, la préservation des zones humides. Je vais pas rentrer dans le détail, mais le bassin du Puiseaux-Vernisson, vous avez pu le comprendre, il est en grande partie drainé. Hein, sur les 10 000 hectares de surface agricole, on en a la moitié qui sont drainés. Les zones humides n'existent concrètement plus vraiment. Et quand on entend préservation des zones humides sur notre territoire, on va également entendre prévention face aux inondations, un territoire plutôt vulnérable qui a été très touché en 2016. Donc c'était également un des enjeux principaux, un des principaux enjeux. Donc voilà, quand on fait le mix, on a quand même les différents enjeux hein, sur le territoire, touchant aussi bien l'aspect quantitatif de la ressource, qui est pour le coup l'enjeu premier d'un PTGE, mais également l'enjeu qualitatif et zone humide. Donc on va pouvoir rapidement passer sur la constitution du comité de pilotage, qu'on nomme ainsi, hein, mais voilà, on est vraiment sur un comité de coordination. Je tiens à souligner les efforts hein, que sur le territoire de Madame de Chavannes, en tout cas, ont été faits. Hein. Nous, on peut noter les mêmes points plutôt facilitateurs, notamment cette bonne entente, le fait de s'écouter, de se comprendre et de comprendre hein, les enjeux de chacun des participants. Vous avez à l'écran un inventaire plutôt exhaustif hein, des parties prenantes. Donc, vous avez effectivement les services déconcentrés de l'État et les services des différentes préfectures. Vous avez voilà les principaux financeurs. Vous allez voir le logo de la CUMA du Vernisson, effectivement, hein, le groupe d'agriculteurs motivés était effectivement constitué sous la forme d'une CUMA, représentant, il me semble, 7 exploitants agricoles sur 52 du territoire du Puiseaux-Vernisson. Enfin, vous avez les porteurs d'action, donc qui sont plutôt nombreux, en vert plutôt pâle. Donc effectivement, le SAGE, qui porte également des actions. Aujourd'hui, l'EPAGE est animateur du PTGE et porteur du PTGE. Et initialement, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté en introduction, mais vous l'avez compris, le SAGE portait. Et en plus, il y avait une spécificité, c'est que l'animation du PTGE était déléguée à la Chambre d'agriculture du Loiret, qui était également EUGC. Donc c'est vrai que quand on peut voir tout ça, ça n'a pas fait l'unanimité hein, aux yeux des différents porteurs d'action et également les institutionnels. Et nous, on a récupéré l'animation en 2021, donc
après un an de portage. Vous avez un aglo de Montargis, on a la branche FNE Loiret, on a un PETR, un pôle d'équilibre territorial et rural, porteur de l'animation autour des captages. On a également associé depuis 1 an et demi, 2 ans, le groupement des agriculteurs bio du Loiret. Et pour faire un petit peu le lien avec les artisans et les industriels, on a associé les chambres consulaires. Et on peut les remercier de nous avoir rejoints parce que différents programmes d'action que je vais pouvoir vous proposer juste après a permis un petit peu de faciliter toute cette démarche auprès des industriels et des artisans. Et enfin, on a des autres membres rattachés de près ou de loin, à savoir que si les logos apparaissent à l'écran, c'est qu'ils participent au comité de pilotage. Toutefois, on n'a pas vraiment d'action, si ce n'est, je ne sais pas si j'en parle dans ma présentation, mais la Fédération nationale la Fédération de pêche du Loiret porte une étude sur l'aspect thermie de l'hydrosystème. Donc, je crois que je n'en parle pas, mais la Fédération de pêche du Loiret nous a rejoints dès l'an dernier pour faire ce suivi. Concernant les actions, je voulais faire un petit peu une liste exhaustive de ce qui est conduit sur le territoire pour vous montrer un petit peu comment ce programme d'action est entretenu en termes de pression, parce que les actions sont très nombreuses. On a 20 fiches actions sur notre PTGE, mais des actions opérationnelles en découlant, même en termes de suivi du portage, c'est assez compliqué parce qu'il s'en passe dans tous les sens. J'ai essayé de faire un inventaire des plus importantes. Donc les pêches du bassin du Loing, qui est porteur mais de l'animation et également porteur d'action, conduit depuis 2019-2020 ces actions dites diagnostiques sur l'hydrosystème, comment les milieux fonctionnent. Ça a permis notamment de réaliser un état des lieux. Aujourd'hui, on est quasiment à 50% du linéaire des cours d'eau. On est sur des très petits cours d'eau, je ne l'ai pas précisé, mais on est à peu près sur 80 km de réseau hydrographique. Donc voilà, on est sur un très petit linéaire. On a réalisé un état des lieux complet. On réalise également des jaugeages qui permettent de comprendre l'hydrologie globale. On est sur des zones avec des pertes liées justement au calcaire fissuré, fracturé en dessous. Donc on a vraiment cette nécessité de comprendre l'hydrologie des cours d'eau. Et enfin, on a un déploiement pour l'année 2025, c'était prévu pour 2024, de sondes hydrométriques sur le Vernisson, qui est le principal affluent du Puiseau, c'est pourquoi on parle de Puiseau-Vernisson, et également le rééquipement de 2 piézomètres qui avaient été aménagés il y a déjà une dizaine d'années, mais qui ont été oubliés par le réseau BRGM et Edreal, qu'on rééquipera, nous, en maîtrise d'ouvrage et page. Ça a pu conduire à ce schéma de métrologie, donc à savoir qu'un schéma de métrologie complet sur le territoire du Loing a été conduit dans un cadre de PAPI. Moi, là, je vous ai extrait ce qui a été fait sur le territoire du PTGE, donc action estampillée PTGE, bien évidemment. Vous avez les différentes couleurs qui sont présentées, qui sont dans la symbologie de la légende. Tout ce qui est en jaune, c'est ce qu'on a qualifié comme une priorité. Donc vous avez centrale, quasiment sur le tiers aval du territoire, 2 petites étoiles jaunes qui concernent les piézomètres qu'on va rééquiper, qui vont permettre notamment de capter l'aquifère de Beauce, mais également les couches sous-jacentes de la craie du Gâtinais, qui permettront de caractériser en partie les échanges entre les différents aquifères. Et vous avez également une station hydrométrique existante sur le Puiseau, donc c'est le point vert sur le cours d'eau de gauche du bassin versant surligné. Et on projette d'aménager, d'équiper le cours d'eau de droite, le Vernisson, d'une station en position centrale pour faire de la prévision, pour faire un peu de prévision de crue. Et sur le tiers aval également, le point orange, qui permettra d'équiper une station qui est historiquement suivie par les services de la DDT du Loiret dans le cadre de la prise des arrêtés provisoires d'usage de l'eau. Donc concrètement, le PTGE a facilité en grande partie la proposition d'aménagement de ces stations, tout simplement parce que faut aller encore plus loin, à mon avis, dans la compréhension de l'hydrologie et de l'hydrogéologie locale. En termes d'action également, le monde agricole, en plus d'être très bien représenté par la CUMA, la Chambre d'agriculture du Loiret participe activement. L'idée, comme je le disais, c'était vraiment de rendre un petit peu
opérationnel, la gestion de l'eau, des réserves de substitution. Je vais parler des réserves après, je pense que c'est un chapitre attendu. Mais l'idée étant, aujourd'hui, ces réserves existent, mais toutefois, il y a quand même une volonté de l'État à modifier quand même considérablement déjà l'optimisation de l'irrigation et également les cultures. Donc, la Chambre d'agriculture du Loiret conduit des diagnostics d'irrigation. Donc, pour le coup, là, j'ai pris un exemple 2023-2024, mais tout simplement pour dire que sur les 52 exploitations irrigantes, environ par an, sur la durée des 50 PTGE, on a environ 15 diagnostics qui seront conduits par an. Ça permet de bien comprendre comment les irrigants utilisent l'eau, comment les cultures sont mises en place à côté des points d'eau de prélèvement, etc. Vous avez une deuxième action d'optimisation de l'irrigation. Donc là, pour le coup, on peut saluer les actions mises en place, notamment au travers d'outils d'aide à la décision, pour notamment cibler au mieux les périodes d'irrigation, l'outil NetIrrig, sans faire de pub, également l'outil Iristop, qui permet de caractériser le niveau d'hydrométrie, d'humidité des grains de maïs pour justement pouvoir adapter au mieux les 2 derniers tours d'eau d'irrigation. Donc 2 derniers tours d'irrigation, ça représente environ 60 mm. Donc on est quand même sur des quantités assez importantes, sur un maïs qui a besoin de 200 mm environ par an. Donc pour le coup, l'idée, c'est vraiment d'économiser ces 2 tours d'irrigation au mieux. Et enfin, on aura également des essais de différentes variétés plutôt moins consommatrices en eau. Il y a ce type d'expérimentation conduite sur le maïs, sur le soja, sur le sorgho, et j'en passe. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais on est plutôt nappe de Beauce, on est sur du colza blé orge maïs, un peu de légumes de plein champ, mais voilà, on est plutôt sur un mix agricole très classique de ce type de paysage. Vous avez également sur le programme d'action agricole qui va permettre justement de travailler sur des systèmes de culture, et c'est là que j'aimerais bien insister, étant donné que la Chambre d'agriculture essaye de réaliser des tours de plaine à destination de tous les exploitants agricoles. Ces tours de plaine permettent de sensibiliser un petit peu les exploitants de la nappe de Beauce, quand même une institution de ces pratiques plutôt voilà d'open field bien identifiées par tous, vers des cultures moins consommatrices en eau, et c'est le cas du chanvre, et je vais donner quelques chiffres. Le chanvre, il y avait 0% de la SAU en 2022, et depuis, suite à un petit peu une espèce d'émulation qui a été redonnée par une coopérative de chanvre, sur les 10 000 hectares en 2024, on doit être sur les 10 000 hectares de SAU en 2024, on doit être à peu près à 200-300 hectares de chanvre, et qui devront être reconduits dès 2025, voire doublés, donc on arriverait quand même à quasiment un 20e de la SAU du territoire. Donc pour le coup, on peut se féliciter, parce qu'un chanvre a besoin beaucoup moins d'eau que le maïs irrigué connu de la nappe de Beauce. Également, j'ai pas parlé des spécificités géologiques du Buisson-Vernisson, mais c'est clairement hétérogène. On a une faille qui a relevé des horizons géologiques un peu plus éloignés de l'Holocène notamment, mais également des formations géologiques un peu plus anciennes comme le Crétacé. On a vraiment des formations qui ont été remontées, et en réalité, quand on regarde la pédologie des sols du Puiseaux-Vernisson, on est vraiment sur une hétérogénéité complète. Et l'idée étant d'avoir des diagnostics de la réserve utile à l'échelle de micro-parcelles qui permet aux exploitants d'adapter au mieux l'assolement. Donc l'idée, c'est que malgré tout, sur le territoire du Puiseaux-Vernisson, sur les 10 000 hectares de SAU, on a à peu près 10% de surface en bio, et ça permet de voir sur notamment certains territoires du Puiseaux-Vernisson l'apparition de cultures de plein champ avec des micro-parcelles, avec des légumes de plein champ comme la pomme de terre, l'oignon qui se redéveloppe, mais malgré tout avec cette appellation en bio, et qui permet de réalimenter les cantines scolaires, et j'en reparlerai juste après, avec un plan d'alimentation territoire qui est sorti en 2024. Donc je vais faire le lien suite à tout cela. Et enfin, un réseau de diagnostic de fertilité des sols, où ici, il est vraiment important de diagnostiquer toutes ces parcelles-là pour justement faire le lien avec la cartographie des réserves utiles. Donc voilà, tout ça est conduit annuellement par la Chambre d'agriculture. On est sur des programmes d'action à peu près 50 000 € par an. Il y a également une animatrice, PTGE, dédiée à l'émergence de toutes ces actions sur le territoire.
Et en moyenne, on est à peu près à 110 jours par an travaillés spécifiquement de cette animatrice sur le territoire du Puy-Auvernisson. Donc on a quand même une grande pression, une importante pression en tout cas de la Chambre d'agriculture du Loiret. Je passe ensuite sur les actions de sensibilisation conduites par Loiret Nature Environnement. L'idée étant en quelques mots d'accompagner les collectivités et également le grand public autour d'une sobriété des usages de l'eau. Donc ça va reposer sur la sensibilisation plutôt grand public concernant comment en toute synergie utiliser l'eau chez soi, donc récupérateur d'eau de pluie, gestion de l'eau à la parcelle, etc. Et également en termes d'animation auprès des collectivités, il y a des conventions qui sont signées entre Loiret Nature Environnement et les collectivités qui conduisent à des états des lieux complets des différents aménagements de distribution d'eau, notamment sur les voiries, mais également dans les bâtiments publics. Et Loiret Nature Environnement accompagne les communes gratuitement. Donc c'est subventionné par les agences de l'eau, l'agence de l'eau Seine-Normandie et également, il me semble, le département et la région Centre-Val de Loire, qui se traduit après par des actions opérationnelles de modification des dispositifs d'alimentation en eau potable. Et également en eau pour l'irrigation des massifs fleuris, des voiries, etc. Donc, ce qui a beaucoup facilité l'émergence de tout ce PTGE, c'est vraiment le côté un petit peu, ce qui manque souvent dans certains PTGE, c'est le fait que France Nature Environnement soit avec nous. Ça a facilité déjà en termes de rayonnance, parce que quand on établit un programme d'action avec les différents logos des chambres d'agriculture, des différents groupes d'acteurs du monde agricole et également du monde associatif de FNE, c'est vrai que ça facilite pas mal. Et aujourd'hui, on sent que le fait que France Nature Environnement soit avec nous a facilité fortement la démarche. Je tenais à le souligner pour leur investissement également. On est sur des programmes d'action annuels, ces conventions d'animation avec les collectivités et également les sensibilisations grand public, à peu près des programmes d'action de 20 000 € par an. Vous allez avoir tous les chiffres à la fin de la présentation. Nous avons également récemment, et on peut s'en féliciter malgré qu'il y ait quand même un petit peu du sable dans l'engrenage, mais on va pouvoir se féliciter d'avoir la CCI, la Chambre des commerces et d'industrie, avec nous sur le territoire du PTGE, où aujourd'hui une animatrice eau environnement prévoit de passer 60 jours par an sur le territoire du PTGE pour aider à l'émergence d'actions de circuits fermés, etc., dans les différentes chaînes du tertiaire, donc de fabrication. Notamment, on a sur notre territoire une entreprise, sans les citer, de véhicules, de tout ce qui va. On peut les citer Forestia, ça sera beaucoup plus simple pour établir ce qu'ils font au quotidien. Donc PSA, donc on a pas mal de prélèvements, on est à peu près à 50 000 mètres cubes prélevés chaque année. L'idée était de les accompagner pour travailler sur des circuits fermés, etc. au sein de leur procédé de fabrication. On aura également l'accompagnement spécifiquement, et là je vous ai mis un petit graphe des différents codes NAF, donc les différents groupes d'acteurs qui vont être sur le territoire du Puy-Auvernisson. La CCI fait l'inventaire d'environ 600, il me semble, 500 ressortissants de la CCI sur le territoire du Puy-Auvernisson. Donc un petit territoire de 24 000 hectares. On a 450-500 ressortissants CCI. Vous pouvez voir les différents codes NAF concernés. Donc, ce qui va être le plus concerné, on va avoir la restauration, entretien, réparation de véhicules et mécanique industrielle en termes de consommateurs. Voilà ce que ça représente. L'idée étant d'accompagner les différents groupes établis par le tableau graphique ici. Vers de la sobriété des usages de l'eau. Par exemple, on va avoir entretien, réparation de véhicules, tout ce qui va être les champs de nettoyage de véhicules, etc. Travailler sur de la récupération d'eau, d'eau pour laver les véhicules. On va également à travailler vers une sobriété des usages de l'eau, vers à destination de la restauration rapide, etc. pour tout ce qui va être vaisselle, etc. Donc il y a vraiment un accompagnement thématisé sur ces différents groupes d'acteurs. Aujourd'hui, notre comité de pilotage ne comprend pas d'usagers directs, mais par contre, la CCI viendra fortement nous aider à travailler avec ces industriels et ces artisans. On peut avoir des doubles ressortissants CMA, CCI, mais
là j'ai pris l'exemple de la CCI, étant donné que les ressortissants de la Chambre des métiers de l'artisanat sont bien souvent également à la CCI. Vous attendiez certainement tous ce volet-là, les retenues de substitution pour l'irrigation agricole. La maîtrise d'ouvrage pour la création de ces retenues, c'était la CUMA du Vernisson. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les 52 exploitations irrigantes, seulement 7 retenues de substitution ont été construites. On est sur des retenues unitaires, on a un seul exploitant par retenue. Et ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que faut pas oublier que la gestion volumétrique de l'eau du territoire du Puiseaux-Vernisson est quand même régie par le règlement du SAGE-Nappe-de-Beauce. Donc, nous avions déjà ce fameux coefficient qui peut varier en fonction de la recharge de la nappe au 1er avril chaque année. C'était une première règle de gestion, donc qui peut est bien souvent limitante pour la profession agricole. Se rajoute à cela, pour les exploitants qui ont bénéficié de subventions publiques pour la création de ces réserves, d'un volume qui leur est automatiquement interdit. Sur les 100 volumes initiaux qui étaient autorisés en prélèvement en nappe, on leur a dit, écoutez, vous avez le droit de construire vos retenues, mais par contre, sur les 100% initiales, on sécurise 80% de votre capacité max, justement par la création, l'aménagement de ces retenues, mais par contre 20% de ce qui vous était initialement autorisé, on n'en parle plus, vous êtes dans l'interdiction de prélever ces 20%. Donc c'était une deuxième règle un petit peu contraignante, mais par contre, cela a conduit à un accompagnement de l'Agence de l'eau Seine-Normandie à hauteur de 50%. On était sur le 10e programme d'intervention encore. Donc pour le coup, ça prévoyait un cadre de financement de 40% pour la création des retenues. Et si les exploitants manifestaient une volonté de justement substituer ces volumes initiaux également par la mise à disposition à l'organisme GEMAPien de parcelles de zones humides sur leur foncier, ils pouvaient avoir 20% de financement en plus. Donc cela a conduit, et vous pouvez voir les quelques chiffres à l'écran, à la création de cette réserve, 367 000 mètres cubes d'eau stockée au total. Des petites réserves, on en a 6 de 40 000 mètres cubes et une seule de 90 000 mètres cubes, alimentée exclusivement par des eaux de drainage. Donc cette étude de préfiguration qui avait été conduite par le syndicat de Rivière initialement a permis de conduire à l'établissement de 7 avant-projets qui ont été justement réalisés dans le cadre de ce projet de retenue. Et enfin, les paysans nous ont mis à disposition à l'épage du bassin du Loing des parcelles de zones humides sur leur foncier qui représentent en moyenne aujourd'hui une dizaine d'hectares. Donc c'est 10 hectares de zones humides en plus de les avoir nous aujourd'hui en gestion. Ça a permis de faciliter toute la reconquête des milieux naturels. Donc on va inscrire à notre prochain contrat territorial des études pour remettre en fond de vallée le Puiseaux et le Vernisson, parce que bien souvent, ils ont été recalibrés dans les années 70, les programmes FEOGA notamment. Donc l'idée, c'était de retravailler sur leur hydromorphologie et également de restaurer des zones humides fonctionnelles. Étant donné que ces zones ont été, pour certaines, mises en culture également dans les années 70-80, donc on a vraiment une dégradation assez substantielle des sols des zones humides normales. Donc ces mises à disposition ont été faites par un conventionnement en 2023 et l'idée c'est qu'une fois que des mesures de restauration hydromorphologique seront mises en place, de mettre en place des ORE, des obligations réelles environnementales qui permettent de graver un petit peu sous la forme d'un acte notarié les mesures et les prescriptions particulières de gestion de ces zones. Donc voilà pour ce qui était des fameuses retenues. Je pourrais répondre à vos questions par la suite. Pour le drainage, donc cette étude de 2010 qui a permis de conduire aux avant-projets retenus était visiblement pas très exhaustive. Donc nous, on a reconduit en partenariat avec la Chambre d'agriculture un état des lieux complet par une internalisation fait sous la forme d'un stage de Master 2 une cartographie des parcelles drainées. Donc là, vous avez à l'écran une cartographie du Puiseaux-Vernisson avec l'intégralité des parcelles aujourd'hui drainées sur notre territoire. Ça a permis d'identifier 2500 hectares comme étant drainés par des gros émissaires de drainage,
donc avec des gros collecteurs, etc. Et se rajoute à cela environ 1500-2000 hectares de parcelles drainées historiquement, donc avec des drains perforés de tout petit diamètre, mais qui quand même ont dégradé fortement les sols des zones humides. Cela nous conduit à une autre action assez importante sur l'aspect qualitatif de la ressource en eau. C'est que sur ces parcelles drainées, l'idée était de se regrouper avec le monde agricole et de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à la mise en place de zones tampons humides artificielles à l'exutoire des drains pour améliorer l'état qualitatif des masses d'eau. Aujourd'hui, le conventionnement qu'on a fait avec les exploitants sur les zones humides nous permet également de mener à bien cette action. L'idée étant, on a tant d'hectares drainés, aujourd'hui on a besoin d'une surface de temps pour construire en périphérie de zones humides fonctionnelles ces zones tampons humides artificielles. Ça permet de capter les eaux de drainage afin de les phytoépurer. Et aujourd'hui, on a 2 ou 3 actions qui sont comprises dans notre prochain contrat territorial et climat. Donc, on va le porter en maîtrise d'ouvrage avec tout l'accompagnement financier de l'Agence de l'eau, mais également l'accompagnement technique du PETR du Montargois, qui est porteur de l'animation autour des bassins d'alimentation de captage. Donc voilà, j'ai pas modifié, mais ce stage a été conduit en 2023-2024 et une inscription à notre contrat territorial eau et climat 2026-2030. Et enfin, les plus grosses actions portées par l'Épage du Loing, on n'est pas certainement pas les plus proactifs en termes d'action, mais en termes de consistance et de montant, on est quand même sur des gros projets, l'Épage du bassin du Loing. Là, vous avez un cas de 2 bassins écréteurs de crues qui ont été construits, aménagés dans les années 70 pour prévenir les inondations, qui en 2016 étaient pleins au moment de décréter les crues et qui ont été utilisés pour la pêche entre les années 80 et aujourd'hui, qui a conduit toute cette évolution de gestion de ces zones d'écrêtement de crues à des amendes à répétition de la police de l'eau, étant donné qu'un débit réservé, le débit réservé n'était pas respecté. Et dans l'animation de projet, c'est vrai que la crue 2016 nous a un petit peu aidé. La crue est arrivée au mois de juin et les étangs étaient pleins, ça n'a pas pu écrêter les crues. Et ce que l'on a proposé, c'était une suppression d'un des 2 étangs. Donc là, vous avez à l'écran un étang en eau à l'aval. Là, c'est la plaquette projet. Donc, imaginez vous que l'étang à gauche existait déjà et ce qui est en vert foncé à droite de la slide, c'était un deuxième étang. Donc, nous avions en gros 12-13 hectares d'étang. L'un se déversait gravitairement dans l'autre. Le cours d'eau n'existait plus, c'était un plan d'eau, 2 plans d'eau sur cours, donc il y avait la nécessité de rétablir une continuité écologique malgré que le cours d'eau n'est pas inscrit au titre de la continuité écologique. Il y avait quand même cette nécessité de retrouver un cours d'eau en fond de vallée. Donc ce qui a été proposé par l'Épage en maîtrise d'ouvrage, c'était une suppression complète de l'étang à l'amont qui a conduit à la restauration d'une zone humide fonctionnelle, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, d'une zone humide qui aujourd'hui vit depuis 2020. On peut voir que cette zone s'est plutôt bien rétablie. Donc là, on est vraiment au droit de l'aval du premier étang. Donc la grosse patate verte foncée sur la slide précédente. Là, vous pouvez voir la zone humide restaurée. Donc là, on était en maîtrise d'ouvrage Épage, un projet plutôt long et fastidieux, étant donné que pendant la phase projet, on a découvert l'agrion de mercure, donc une espèce protégée qui a ralenti un petit peu la mise en place des aménagements et des travaux. Pour donner quelques éléments, on avait 7 hectares d'étang, une étude de la remise en fond de vallée du cours d'eau sur la rive droite de l'ancien étang et un projet de rivière de contournement de l'étang aval pour environ 800-900 mètres linéaires et un projet à environ 1 million d'euros. Donc voilà, c'était le projet phare du PTGE historique. Donc c'est vrai que ça a fait un petit peu des petits, car aujourd'hui, une fiche action, la 5.1 du PTGE et la 5.2, permet de restaurer ces fameuses zones humides fonctionnelles au droit d'étang récréatifs du bassin versant. Je ne l'ai pas précisé, mais on est sur 2 cours d'eau d'environ 80 km de réseau hydrographique. On a 250 hectares d'étang. Donc on est quand même sur des prélèvements passifs liés à l'évaporation plutôt importants. Et l'idée étant de ne pas faire la chasse aux étangs, mais pour le coup,
si certains étangs sont irréguliers, l'idée étant d'animer des groupes de projets, GEMA, pour rétablir déjà une continuité complète, mais également la restauration de zones humides. Donc là, vous avez un second projet qui a vu le jour l'an dernier. Pareil, un étang à Laval. Donc là, vous avez la petite présentation qui vous propose en bas à gauche les 2 étangs en série. Donc l'idée, ça va être de supprimer le petit étang à Laval. C'est un petit étang, mais qui fait quand même dans les 2 hectares 5, 3 hectares. L'idée étant de proposer, à l'image de ce qui a été fait à Nogent-sur-Vernisson, le projet précédent, une suppression complète de l'étang avec la remise en fond de vallée du cours d'eau et une remise en l'état d'une zone humide fonctionnelle. Ici, pour le coup, l'image en bas à droite, c'est issu d'un travail avec une IA. Donc là, on a mis la photo de l'étang que vous pouvez voir derrière et on lui a demandé de faire évoluer une prairie. Donc là, vous pouvez voir le cours d'eau qui retrouve le fond de vallée et c'est vrai que les IA ça fonctionne plutôt bien pour aider à l'acceptabilité des projets. J'arrive à la fin. Donc là, vous avez les coûts PTGE par an depuis 2020. Comme il a été dit en introduction, on a 5 ans de mise en place d'action. Vous pouvez voir qu'on a une année de trou, 2021. Je pense qu'on est tous bien placés pour le savoir, mais le Covid n'a pas facilité le dialogue territorial et la mise en place d'actions. Donc là, vous pouvez voir la répartition. Je ne vais pas en parler en détail, mais on est à peu près un programme d'action aujourd'hui à 6,2 millions d'euros accompagnés financièrement par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Se rajoute à cela différents programmes d'action, notamment une animation captage réalisée par le PETR du Montargois. Se rajoute à tout ça certaines actions des différentes DSP. Donc on a la SOR, Veolia, on a 11 mètres d'ouvrage sur les 26 communes du PTGE, donc sur l'alimentation en eau potable. Donc il y a plein de projets dans tous les sens. Je ne l'ai pas dimensionné, je ne les suis pas directement au vu déjà un petit peu de complications à toucher les différentes collectivités. Et également de grosses actions des collectivités pour tout ce qui va être station d'épuration. Donc vous pouvez voir le pic en 2023 avec un projet à 3 millions d'une interconnexion de réseau eau usée sur l'amont des bassins versants, donc instruit par les financeurs, estampillé du logo PTGE. Donc voilà ce que ça représente. Ça représente quand même un gros programme d'action, et à savoir que l'année 2025 devrait être tout aussi riche avec l'apparition de nouveaux porteurs d'action qui arrivent à grands pas. Le groupement des agriculteurs bio qui devrait multiplier par 2 quasiment leur programme d'action. Donc le groupement des agriculteurs bio, on aura des tours de plaine, la sensibilisation à des techniques plutôt facilitant la résilience des cultures, etc. Et enfin, les pages du bassin du Loing qui, au travers de notre prochain CETEC, mettra le pied à l'étrier pour tout ce qui est la question des étangs sur cours, parce que quand on regarde un petit peu des étangs irréguliers, il y en a beaucoup. Et un petit peu ce qui va pouvoir vous intéresser, les plus et les moins, parce que c'est vrai que j'ai pu proposer une présentation mettant bien en évidence les points positifs. Toutefois, j'aimerais bien souligner le fait que ce qui a facilité fortement cette animation territorialisée autour du PTGE, c'est la prise en main des services de la préfecture du Loiret qui, sans elle, n'aurait pas permis, je pense, une efficience aussi importante sur le territoire. Une prise en main qui rayonne, parce que bien évidemment, sur les autres territoires voisins, le PTGE du Puiseaux-Vernisson est aujourd'hui bien identifié. Les pages, il y est certainement pour quelque chose, mais on peut remercier fortement la DDT du Loiret. On aura également une maîtrise d'ouvrage sur les différentes actions qui ne s'essoufflent pas. On a vraiment des membres très proactifs. On fait des copiles à 50. Donc on a à peu près 26-27 structures. On est en moyenne 50 à chaque comité de pilotage. On en fait 2 par an. Ce que je peux également dire, c'est que pour les points négatifs, c'est qu'on a une grande difficulté à mobiliser les collectivités. Grande difficulté, c'est peut-être même faible. Sur les 26 communes, seulement 2 communes sont accompagnées par Loiret Nature Environnement dans le cadre de la sobriété des usages au droit des voiries, mais également des bâtiments publics. Et également, ce que je vais pouvoir dire, c'est que malgré tout, on a un territoire qui peut être intéressant d'un point de vue pour les collectivités, étant donné qu'on a des grandes cantines scolaires. On a un grand groupement de lycées agricoles, on a 2 lycées agricoles de grande taille.
Donc voilà, on aimerait bien profiter d'existence de ces de ces écoles, justement pour sensibiliser au mieux les communes sur lesquelles ces écoles sont implantées, sans les citer, mais voilà, on a bon espoir. Et enfin, ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que dans notre cas, on a des grandes difficultés à avoir des indicateurs d'économie d'eau. Alors, bien souvent, qui dit PTGE dit économie d'eau. Aujourd'hui, moi, je suis incapable de sortir des indicateurs. Toutefois, je suis capable de sortir des indicateurs sur la surface irriguée qui viendra un petit peu diminuer. Sur les 4 années, on voit une tendance à la baisse, donc évolution des pratiques et également changement d'assolement. Et ce que je vais pouvoir, pour finir, dire, c'est que également, nous, ce qu'on aimerait bien associer de plus en plus, c'est les coopératives agricoles, parce que Nappe de Beauce dit bien évidemment agriculture intensive, mais on a essayé de les avoir autour de la table depuis le début, on les a jamais eus. C'est un peu le trou dans la raquette que l'on peut vraiment noter, c'est que pour changer les pratiques, il faut avoir les coopératives. Donc voilà, en tout cas j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Merci pour votre écoute et puis j'en ai fini. Merci Julien. Merci Julien. De rien. Alors Jean-François, peut-être synthétiser les quelques questions qui n'ont pas eu de réponse. Au fil de l'eau, tu as apporté des éléments, donc il y aura peut-être un petit peu peut-être de répétition, mais voilà, on a un temps qui nécessite d'être synthétique. Tu nous as évoqué la genèse à travers le SAGE et notamment des aspects d'études de volume prélevable. Est-il prévu, et je me permettrai de rajouter, est-il nécessaire selon toi de mettre à jour cette étude ? Là, en tout cas, voilà, moi ce que je vais pouvoir vous dire, c'est qu'effectivement, il y aura cette nécessité d'étudier les volumes prélevables suite à l'évolution du règlement du SAGE prévu en 2028. Donc politiquement, actuellement, l'animation du SAGE Nappe de Beauce devrait changer. Voilà, ça a été une des grandes annonces de l'animation SAGE Nappe de Beauce de 2024. L'animation devrait changer. Donc il y aura un règlement à revoir. Donc moi, je peux pas être jugé parti animateur du PTGE et me dire il faudrait diminuer les usages de l'eau. Toutefois, ce qu'on va pouvoir noter quand même de manière générale, c'est que les volumes prélevables du Puiseaux-Vernisson n'ont jamais été atteints. Donc, peut-être une nécessité de revoir un peu à la baisse pour être au plus proche de la réalité de terrain. Mais, cela regardera ensuite, je pense, politiquement les porteurs du SAGE Nappe de Beauce. Très bien. Je vais regrouper 2 questions qui concernent l'évaluation. Donc, une question très générale avez-vous une évaluation des résultats du plan d'action? Donc, à la fois peut-être la méthodologie et puis les résultats. Et puis, je l'associe, Julien, à cette question. Observez-vous des diminutions des volumes prélevés pour l'irrigation au cours du temps? Et si oui, avec un ordre de grandeur éventuellement. Alors pour la première phase de la question, la première partie de la question, je pense que en termes de résultats, comme je l'ai dit enfin, on n'a pas d'indicateur vraiment d'économie d'eau. Voilà, c'est vrai qu'on aimerait, on essaie d'en sortir, mais on n'y arrive pas. En tout cas, pour l'évaluation des actions plutôt GEMA, on aura forcément des indicateurs de surface de zones humides restaurées, des cours d'eau restaurés également en termes de linéaire. En termes d'économie d'eau, c'est vrai que pour la profession agricole, moi, ce que je peux vous dire, c'est des tendances sur 5 à 10 ans. On a récupéré les données de l'OUGC Loiret. On a une tendance à la baisse sur le territoire du Puiseaux-Vernisson, mais c'est lié, je pense, en grande partie déjà à la climatologie, également aux pratiques très localement qui ont pu évoluer, notamment sur l'irrigation de maïs. Aujourd'hui, le maïs n'est peut-être plus là seulement privilégié par le monde agricole. Et il y a certaines années qui biaisent un petit peu toute cette utilisation de l'eau, parce qu'on a des années comme 2022 où la profession agricole a irrigué les céréales d'hiver. Donc en fait, en termes d'économie d'eau, la tendance est à la baisse d'un point de vue numérique. D'un point de vue usage réel, on sent qu'il y a quand même une prise en main de la problématique qui entraîne une gestion qui nous conduira, et je pense le dire, et c'est presque une fierté sur le territoire, qui fera tendre à la baisse les prélèvements. Le VMPO du Puiseaux-Vernisson doit être sur 9 millions de mètres cubes pour l'irrigation. En moyenne, sur les 5 années écoulées, on est à 3,5-4 millions. Donc, on a quand même
voilà, des chiffres qui sont bien en dessous des volumes max prélevables et avec une tendance à 5 ans qui tend à diminuer. Mais je pense que c'est les aléas climatiques qui nous le font dire. On a eu des années de sécheresse qui avaient été correctement anticipées, donc des cultures irriguées beaucoup moins proposées 2022-2023, beaucoup moins de cultures irriguées. Et pour 2024, l'apparition du chanvre et la diminution de plus en plus du maïs face à des cultures un petit peu moins quémandeuses comme le sorgho. Donc voilà. Très bien, merci. Ça s'appuie peut-être un petit peu sur deux parties de ta présentation des actions. Quelles sont les actions qui visent à ralentir le cycle de l'eau? Si tu peux les rappeler simplement. Qui vise à ralentir le cycle de l'eau et favoriser l'infiltration pour la recharge des nappes. Alors, ça va être les actions GEMA, concrètement, ça va être la remise en fond de vallée de cours d'eau avec la reconnexion aux différentes épaisseurs géologiques. Comme je l'ai dit, c'est très hétérogène sur le territoire du Puiseaux-Vernisson, donc la recharge de la nappe se fait sur la partie aval de ces deux cours d'eau, là où les calcaires de Beauce sont libres. Donc l'idée étant de restaurer des zones humides au droit de parcelles riveraines au cours d'eau qui permet de réalimenter en grande partie les différents alluvions qui ensuite percolent dans la nappe. Et ensuite également de plus en plus ça va être de pousser un dédrainage généralisé proche des cours d'eau sans pour autant de parler d'un périmètre autour des cours d'eau, mais les zones tampons humides devraient permettre de capter de l'eau qui permettrait de proposer une percolation suite à un traitement voilà, par la phytoépuration ou la photoépuration de l'eau vers la nappe. Merci. Tu nous as parlé longuement, tu nous as bien décrit quels étaient. Alors, je pense que la question ne porte pas sur les maîtres d'œuvre, mais sur les maîtres d'ouvrage, de la maîtrise d'ouvrage et du portage d'opérations, à la fois l'existant, le à venir. Je me permettrai, parce que je pense que tu as répondu à cette question, quels sont les maîtres d'ouvrage des actions? Quels seraient ceux que tu en as cités, mais quels seraient ceux que peut-être tu nous aurais pas cités et seraient entre guillemets des cibles pour le futur? C'est une question qu'on se pose très régulièrement. L'idée étant de faire vivre par justement un renouveau à chaque fois, un petit peu un rafraîchissement des membres du COPIL. C'est absolument pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est surtout pour faire vivre le comité de pilotage. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça serait d'ouvrir la porte à des gros préleveurs, donc industriels, mais également irrigants. Je pense de les avoir autour de la table en direct faciliterait peut-être la mise en place de certaines actions. Et puis également, nous, on est sur un territoire, voilà, la nappe de Beauce, le Puiseaux-Vernisson, on est à cheval entre la nappe de Beauce et la nappe de Beauce, mais plutôt côté Sologne. Donc on a des grandes parties, des grands secteurs de chasse à l'amont de notre bassin versant. Donc ça serait d'y associer la Fédération des chasseurs, où aujourd'hui on les a pas oubliés, on les a invités au début, mais c'est vrai qu'on les a jamais comptés parmi nous et c'est pas forcément dommage parce que c'était peut-être pas une priorité, mais on a forcément oublié le monde de la gestion cynégétique, certainement. Très bien, merci. Tu nous as évoqué des aspects techniques à travers du déploiement de métrologie, de suivi hydrométrique. Est-ce que cela contribue à affiner la gestion de crise? Tu as parlé de prévention des crues, je crois. Oui. Alors, je l'ai pas mis sur la présentation parce que c'est tout neuf d'hier. J'ai assisté à un comité de pilotage d'études des prélèvements dans les eaux superficielles du sage nappe de Beauce. Et aujourd'hui, effectivement, chose assez importante, c'est que il y aura peut-être pas de DMB refait, hein, mais il y aura cette nécessité de refaire évoluer les différents seuils de sécheresse qui sont repris dans les différents arrêtés cadres. Donc nous, notre métrologie qu'on propose sur le Puiseaux-Vernisson est d'abord associée pour la prévention des inondations, mais à ce besoin de caler ces stations hydrométriques pour justement les périodes d'étiage qui ces actions permettront à terme, certainement, en tout cas on le proposera si les données nous le permettent, de faire évoluer ces différents indicateurs des bisseuils repris dans les arrêtés 4 sécheresse. On ne voit pas forcément des anomalies, les bisseuils repris sont plutôt justes, mais il y a quand même une proximité entre les différents seuils qui nous pose question. En fait, on déclenche des niveaux d'alerte trop tard en réalité parce ça annonce forcément un décrochement qui nous conduira forcément à un début de crise.
mais on n'anticipe certainement pas assez. C'est que mon avis, mais l'idée, étant donné l'absence de station hydrométrique sur le Vernisson, donc le cours d'eau qui coule à droite du territoire, nous oblige à pousser un peu plus loin la compréhension de l'hydrologie globale. Merci. Je vais associer les deux questions de Betty, à savoir reproductibilité, transposition possible. Vous avez réalisé, est-ce que tu penses que ce que vous avez réalisé, ce qui a été réalisé par les acteurs sur le territoire, aurait été possible dans un contexte où la tension quanti, alors, fait déjà partie du quotidien du territoire, il est vraiment inscrite dans le territoire, et en même temps peut-être parler de comment faire pour emmener dans le bateau des acteurs. Alors, j'ouvre les guillemets, qu'il faut presque supplier pour qu'ils participent. Et je ferme les guillemets. En fait, c'est tout le temps la même question concernant le PTGE du Piso-Vernisson. C'est vrai qu'on est sur une démarche plutôt ancienne. On voit 2010, études de faisabilité, drainage, etc., pour avoir des retenues. Cette prise en main du monde agricole et je tiens à quand même malgré tout à le rappeler, c'est que cette prise en main a montré une espèce de... Le monde agricole qu'on accable souvent, gestionnaire des milieux aquatiques, et puis c'est même ce qu'on entend à longueur de journée. Ils avaient pris en main la problématique et se sont dit, aujourd'hui on n'a plus d'eau dans nos cours d'eau, il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même. Et je pense que ce qui a facilité notre démarche dans notre cas, et c'est pour ça que c'est pas reproductible partout, c'est que sur les 52 exploitations irrigantes, on avait un groupe d'action de 22 ou 23, je crois que c'est ça les chiffres exacts, d'irrigants qui étaient favorables à la mise en place de règles précises visant une sobriété des usages de l'eau. Donc ça a forcément facilité. Et on rajoute à cela la prise en main, et là pour le coup, on peut saluer les différents préfets qui se sont succédés au niveau du Loiret, une prise en main des services de l'État. Et c'est vrai que ça peut être productif si on a, à mon avis, les grands consommateurs d'eau sur la table et motivés à faire changer les choses, et une DDT, une préfecture qui sera vraiment force de proposition et qui ne lâche rien, mais tout le temps dans la compréhension des porteurs d'action. Merci. Une question très rapide. On a encore quelques minutes, je pense. 2 minutes, peut-être, Lionel, Clotilde, 2 minutes. Question de technique basique. Tu as parlé d'IA pour produire des visuels. De quel type? Quelle est l'IA qui a été utilisée? Là, pour le coup, c'est un mix entre l'IA de Photoshop, sans faire trop de pub, parce que c'est vrai qu'on arrive souvent à des échecs, mais maintenant, tous nos projets GEMA, quasiment, en termes d'esquisse avant consultation de maître d'œuvre, on fait forcément de l'IA sur des photos grand angle, qui nous permet de rendre tout de suite acceptable nos projets. Alors peut-être ça peut pas être étudiable comme ça, mais on utilise Photoshop tout le temps. Et ensuite, on corrige avec certaines IA. Le chargé de communication de l'EPA, je serais plus en capacité de les citer, mais c'est du Photoshop. Après, on fait du traitement visuel avec les différents logiciels bien connus. On fait du Photoshop, IA Photoshop. Et puis, je ne pense pas, toute dernière, petit retour en arrière, on reparlait de ces évaluations, de cette notion d'indicateur. Donc, tu confirmes bien qu'il y a un indicateur des effets, des mesures et actions sur les milieux superficiels cours d'eau, notamment à travers la restauration de zones humides. C'est les seuls indicateurs que nous, en tant que porteurs d'action. Hein. Là, je parle pas de l'EPAGE en tant qu'animateur, mais plutôt porteur d'action, c'est ceux qu'on fait ressortir. Après, en termes d'indicateurs, il y en a pas mal. Par exemple, le nombre de collectivités accompagnées par Loiret Nature Environnement. Par exemple, ça peut être le nombre de suivis thermiques réalisés par la fédération de pêche. Ces indicateurs, en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'agence de l'eau, nous, au début, nous demandait d'avoir des indicateurs d'économie d'eau. Aujourd'hui, je pense que dans le dialogue, on a réussi à faire entendre que c'était très compliqué et que par contre, il fallait avoir des indicateurs, par exemple, de hectares supplémentaires avec des cultures pas consommatrices en eau. Ça peut être ce type d'indicateur et ça permet de faire entendre que dans tous les cas, les actions qu'on met en place sur le PTGE du Piso-Vernisson sont sans regret pour la quantité. Alors bon, on va pas aborder ce sujet justement de suivi d'indicateurs, etc. et de calage aux objectifs. Merci Julien. Je pense Lionel et Clotilde avoir fait à peu près le tour.
des questions. Oui, je pense qu'on est bon. J'avais juste un petit complément, Julien. Donc, on voit que le plan d'action a été validé assez rapidement par rapport aux autres projets qui voient le jour actuellement. Est-ce que tu vois des trous dans la raquette à part l'implication justement peut-être des collectivités compétentes en eau potable du petit cycle de l'eau? Est-ce qu'il y a d'autres actions qui voient le jour ou qui seraient à rajouter au vu de la rapidité de la définition du programme? Ouais, il y aura. Ça reste que mon avis, ça n'engage que moi pour le coup. Il y aura forcément du prospectif, donc la modélisation réellement hydrogéologique et hydrologique sur des modèles couplés, ça me semble important d'avoir une espèce de visibilité à long terme. J'aime pas trop parler de long terme à pas de temps 100 ans, parce que je pense que si on veut parler de rythme hydrologique, il va falloir parler sur du beaucoup plus long terme. Mais à moyen terme, c'est vrai que ça semble important de considérer évolution climatique, modélisation de surface, comment ça fonctionne avec les eaux souterraines. Donc déjà, ça va être le premier élément. Il y aura forcément une action à un moment donné d'avoir un modèle hydrogéol sur le territoire du bassin du Puy-de-Verdisson. Pour moi, c'est forcément un trou dans la raquette. Et également, si on regarde un petit peu plus également à large, je sais pas comment, ça serait vraiment d'avoir des groupes en fait d'échanges dans la commission locale de l'eau du SAGENAP de Beauce, parce que je pense qu'aujourd'hui les études évoluent, les demandes voilà sur les études HMUC et tous ces nouveaux guides sur lesquels nous on s'est affranchi en fait de respecter quelconque ligne, parce qu'en fait tout était déjà tissé. C'est vrai qu'il serait bien peut-être de rafraîchir ces fiches actions avec ce qui est aujourd'hui monnaie courante et en fait habituelle. Et également, dernier point, et ça, encore une fois, ça n'engage que moi, mais ça serait de mettre en place des actions qualité, vraiment dès le début, en réalité, de mettre en place des réflexions autour de la qualité de la ressource en eau, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve confronté parfois, effectivement, on a tant de prélèvements pour l'alimentation en eau potable à tel endroit, sauf que ce captage, demain, on ne pourra plus l'utiliser, on va devoir les délocaliser à tel endroit, et d'un point de vue prospectif, pour l'aspect qualitatif et quantitatif, mais pour l'AEP, ça me semble ultra important de justement faire le lien entre qualité et quantité. Et pour moi, le PTGE peut faciliter encore fortement tout cela. Voilà, c'est 3 points. Merci. Merci pour ce complément. Et ben, on est à peu près dans les temps. Lionel, peut-être avant de... Je vais conclure, vas-y, je te laisse conclure. Non, écoutez, déjà un grand merci à tous. Vous avez été nombreux à nous suivre cet après-midi pour votre présence et puis pour votre participation active au travers de toutes ces questions. Merci à nos deux intervenants aussi, bien évidemment, avec des présentations très riches et éclairantes. Un remerciement à la région Grand Est avec Lionel et le service informatique qui est caché derrière, mais qui s'est occupé de toute la logistique. Et puis Jean-François Froget, donc du RGMA Bourgogne-Franche-Comté, qui a centralisé toutes vos questions. On voit que la tâche est encore rude, qu'il y a encore pas mal de choses à faire. J'imagine que sur vos territoires, il en est de même. D'ailleurs, on vous adressera un petit questionnaire pour voir un petit peu vos besoins en matière de PTGE à venir, sachant que donc il y en aura 2, un sur les études stratégiques et un sur le volet économique des PTGE. Donc, on ne manquera pas de vous faire savoir les dates dès qu'elles seront arrêtées. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de répondre au petit sondage pour savoir où vous étiez cet après-midi, dans quel département vous nous suiviez. Voilà, le webinaire sera accessible en replay donc, sur Livestorm et puis sur la page YouTube donc, de Région de France. Et comme demandé par plusieurs participants, les présentations seront mises en ligne sur Livestorm. Voilà. On remercie d'ailleurs les intervenants de partager ces précieuses présentations qui vont, j'en suis sûre, enrichir le travail sur les territoires français.
Voilà. Bah, écoutez, tout est bon. Tout le monde. Bah, c'est parfait. On a tenu les délais. Merci il est beaucoup 16h pile. à tout le monde et passez toutes et tous une excellente après-midi. Et puis rendez-vous, je l'espère, pour les 2 prochains webinaires. Eh bien, à bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.